Hey, what's up? C'est Alexis. Et bienvenue dans The Backstage. Aujourd'hui, j'ai invité, et comme premier invité, on a Mr. JP, le grand, l'unique, l'immense manager, Jean-Pascal Gribaudy. Et c'est un honneur pour moi de l'inviter comme premier invité. Si tu as écouté le podcast solo que j'ai enregistré juste avant, je t'expliquais la vision, l'attitude et l'envie que j'avais envie de donner à ce podcast. Ça fait des années que je travaille avec des gros entrepreneurs et que je suis collé aux gens qui sont sur les têtes d'affiche. Et l'une des envies que j'ai avec ce podcast, c'est aussi d'apporter et de mettre au devant de la scène les personnes qui habituellement n'ont pas la chance d'y être. Et JP, c'est un mec incroyable, qui est un manager d'exception, un recruteur dingue, qui travaille dans une startup fantastique en Europe et qui va aujourd'hui nous apporter des clés absolument folles sur deux sujets en priorité. Je pense que c'est les deux points que j'ai envie d'évoquer avec toi. Parce que même nous, on est challengés et toutes les boîtes dans lesquelles je travaille et tous mes collaborateurs sont challengés à ce sujet. Le sujet numéro 1, c'est recruter une team de tueurs. Et le sujet numéro 2, c'est comment les manager et comment les gérer. Et je pense qu'en Europe et qu'en France, personne n'a cette attitude et cette compréhension-là du marché. Mais moi qui ai eu la chance de travailler un peu aux États-Unis et de comprendre la culture américaine, je vous garantis que pour beaucoup ici, vous préférez avoir une RH relativement compétente et des managers d'exception plutôt que l'inverse. Et je trouve qu'en France et qu'en Europe, c'est souvent une mauvaise attitude qui est prise par les boîtes de se dire je préfère avoir des RH, une RH extrêmement compétente et au pire le management ça vient dans un second plan. Et moi je suis pas d'accord avec ça, tu vois. Je pense que le cadre dans lequel les gens travaillent c'est le sujet numéro 1, la priorité, et que derrière le seul sujet c'est d'avoir des gens qui ont de l'énergie et qu'on va pouvoir accompagner. C'est une discussion entre amis, entre potes, parce que j'ai rencontré ce cher monsieur il y a très peu de temps et je suis tombé amoureux de ce gars. C'est un mec en or. Donc on va profiter du temps qu'il a à nous accorder, lui poser toutes les questions que j'ai en tête, qui va pouvoir m'aider moi, aider mes collaborateurs, mais aussi t'aider toi qui écoute ou regarde ce podcast. JP, micro est à toi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, succinctement ou non, te présenter? Merci beaucoup Alexis pour cette chaleureuse introduction. La première chose que je veux dire, c'est que je suis extrêmement content d'être ici parce que j'adore partager ma connaissance et mon expérience, surtout quand il s'agit de sujets qui me tiennent à cœur, comme l'engagement des collègues et le recrutement et le management. Je pense qu'on a tous envie de travailler dans des entreprises qui nous motivent et une des premières questions que je me pose, c'est de dire est-ce que j'ai envie de travailler dans l'entreprise où je suis? Est-ce que les gens avec qui je travaille sont contents d'être là? Et c'est ça qui me drive au quotidien parce que c'est comme ça qu'on obtient les meilleurs résultats. Je peux donner quelques informations sur mon parcours. Déjà, la première chose que je veux dire, c'est que je n'ai pas vraiment l'habitude de m'exprimer en français parce que je ne travaille pas en français régulièrement. J'ai fait la plupart de ma carrière dans différents pays et je n'ai pas travaillé en français depuis 12 ans, je pense. Et c'est un petit peu rafraîchissant d'avoir ces conversations en langue française. Alors, en fait, j'ai fait la plupart de ma carrière dans le service client de grosses boîtes de la tech. Je pense que c'est une manière de le dire assez clairement. J'ai fait la plupart de ma carrière chez Booking.com, qui est une entreprise assez connue, qui a un service client qui a été énorme, qui est monté jusqu'à 13 000 personnes avant Covid. Et je suis tombé là-dedans un petit peu par hasard. En fait, mon background en France, j'ai fait une grande école française qui est le CELSA, qui est une école de communication et de lobbying. J'ai un peu roulé ma bosse, j'avais pas envie de travailler tout de suite. J'ai fait un an en agence de com, mais ça me plaisait pas tant que ça. J'avais envie de voyager un petit peu. Donc je suis parti un an aux US et j'ai eu la chance d'avoir un programme où je pouvais être prof de français dans un liberal arts college en Californie. Donc j'ai fait un an à enseigner le français dans une petite université très sélective de l'ouest des États-Unis. Après, je suis revenu en France et je savais pas trop quoi faire. C'était un peu la crise 2012-2013, trouver du boulot. Je fais des entretiens dans la com à Paris, ça m'intéressait pas trop. Et du coup, j'ai suivi une femme que j'aimais à l'époque à Berlin et je me suis retrouvé avec elle en 2013. Et je parlais pas allemand à l'époque. Donc du coup, j'ai commencé à faire du service client parce que Booking.com à Berlin recrutait des gens qui parlaient bien anglais et bien français, ce qui était mon cas, j'avais pas besoin d'apprendre l'allemand. Et j'étais très motivé par cette boîte parce que justement, et on va en reparler aujourd'hui, Booking.com c'est une entreprise qui traite énormément bien ses salariés, qui a aussi fait le choix d'avoir des salariés en interne et qui du coup attire énormément de talents, que ce soit en Europe ou dans le monde. Booking.com c'est une boîte tout n'est pas parfait bien sûr, mais qui est un grand exemple pour moi et qui m'a beaucoup formé dans la manière dont on a des valeurs, dans la manière dont on gère une équipe et une vision. Donc j'ai gravi les échelons assez rapidement chez Booking.com, j'ai aidé les voyageurs, après j'ai aidé les hôtels, ensuite je suis devenu formateur chez Booking.com qui est quelque chose que j'aimais beaucoup. J'ai aidé Booking.com à scaler différents départements de service client en Europe, que ce soit en interne ou en outsourcing avec d'autres entreprises.
Donc j'ai été formateur à Milan, j'ai été formateur à Tallinn, j'ai été formateur à Berlin, à Amsterdam, à Barcelone, et j'ai eu beaucoup de training, beaucoup de formation sur comment former les gens. Et j'ai commencé à m'intéresser au management parce que c'est quelque chose que j'ai pas eu la chance de te dire, Alexis, mais comment je suis arrivé dans le management, c'est peut-être un truc quand on parle de ma carrière, mais comment j'ai fait mon switch au management. En fait, quand j'étais formateur, c'était assez intéressant parce que j'avais toutes les nouvelles personnes qui arrivaient dans la boîte et qui voulaient faire une bonne impression, il fallait les engager, les motiver. Et une fois que c'était fini, après un mois et demi, ça dure environ la formation chez Booking.com avec le cycle de contrôle de qualité qui est après la formation. En fait, je les perdais, tous ces gens-là. Donc, je rencontrais beaucoup de personnes, mais je les voyais pas évoluer dans la boîte, je les voyais pas s'engager, je les voyais pas au moment où ils perdaient leur motivation. Parce que quand on arrive dans une nouvelle boîte, au début c'est un peu la colo, on rencontre plein de copains, on se met au boulot, tout est nouveau, tout est génial. Et puis au bout d'un moment, voilà, au bout de 6-8 mois, surtout dans le service client, qui sont des boulots durs, où c'est assez répétitif, on perd un petit peu d'engagement, on se demande un petit peu qu'est-ce qu'on va faire, on se rend compte qu'on a une équipe de 12-15 personnes qui font le même boulot que toi, et comment je vais faire la différence pour grandir dans la boîte, tout ça. Et j'étais pas présent à ce moment-là. Et du coup, quand j'étais formateur, il y avait plein de gens qui revenaient me voir parce que j'avais fait une bonne impression en formation et qui me disaient qu'est-ce que je devrais faire, etc. Et je me suis dit, peut-être que la prochaine évolution pour moi, plutôt que designer des programmes de training, ce qui est aussi intéressant, ce serait plus de me mettre dans le management en fait et de voir comment on peut continuer à motiver ces gens et partager les valeurs de la boîte après ça. Donc c'est là où je suis devenu team leader en service client. Alors, être chef d'équipe dans le service client chez Booking.com à Berlin en 2014-15, c'est assez intéressant. Parce que vous avez des teams de 15 personnes qui viennent du monde entier. J'avais énormément de Syriens qui avaient fui la Syrie à l'époque qui étaient arrivés, énormément d'Israéliens qui partent aussi à Berlin, donc il fallait faire travailler tous ces gens ensemble, donc énormément de diversité culturelle. J'avais aussi des Américains, des Allemands et des Allemandes, et des Anglais et des Australiens, mais énormément d'Italiens aussi, parce que c'était un gros marché pour Booking.com. L'Italie, les gens parlent pas très bien anglais, même les hôtels en Italie, ils parlent pas très bien anglais, surtout quand on est sur des petites propriétés qui concurrençaient Airbnb à l'époque. On l'a vu à Rome, on est parti à Rome l'année dernière avec Alex et mes associés. La galère que c'était, nous qui parlons pas italien, tu vois, on parle l'anglais, bon, on peut se débrouiller en espagnol parce qu'on visite et on voyage dans des pays hispanophones souvent. L'italien c'était une galère et ne serait-ce que pour se faire comprendre pour un café, c'était, enfin, je veux dire, la barrière à la langue en Italie est immense, tu vois. Ouais. Presque pire qu'en France, j'ai envie de dire. Alors que la France, on est quand même réputé pour avoir le pire anglais du monde, tu vois. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est pour ça que Booking.com a recruté énormément d'Italiens. Il y avait beaucoup d'Italiens à Berlin qui cherchaient du boulot à l'époque, donc ça marchait pas mal. Donc ça faisait des teams très 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 internationales et c'était vraiment nécessaire, quoi. Donc j'ai vraiment appris à faire travailler tous ces gens ensemble en fait. Et à les faire bien s'entendre et comprendre que, et ça c'était une des valeurs de Booking.com que je porte encore aujourd'hui, qui est que la diversité nous donne de la force. Et le fait qu'on soit tous différents dans une équipe, ça veut aussi dire, et c'est quelque chose de sérieux, ça veut pas dire juste on vient de pays différents. Ça veut dire qu'on va pas tous voir les choses de la même manière, qu'on va pas tous performer de la même façon. Il y a des gens qui vont être meilleurs que d'autres dans différents trucs. Et l'idée de voir le talent de chacun, faire en sorte que ce soit complémentaire et pas un objectif, et comprendre que c'est pas en lissant les différences et en mettant tout le monde au même niveau ou en ayant les mêmes attentes pour chacun qu'on arrivera forcément à avoir la meilleure performance. Donc il y a un vrai travail de management à faire là-dedans. Et parfois il y a des conversations à faire, on y reviendra, c'est de se dire bah ouais, cette personne, ça t'énerve quand elle travaille comme ça, mais cette personne, elle n'y arrive pas aussi bien que toi là-dedans, donc il va falloir que tu l'aides. Et si tu réfléchis un peu, tu verras que cette personne, elle va aussi t'aider toi pour d'autres trucs que tu sais pas faire. Donc c'est créer ce genre d'ambiance d'entraide dans les équipes qui vont faire la différence. C'est pas uniquement la diversité, c'est pas qu'une diversité d'origine ou de façade ou d'apparence. C'est une diversité d'opinion, c'est une diversité dans la manière de voir le business, et c'est aussi une diversité de compétences. Et c'est dire ok, maintenant on est tous dans le même bateau, on est tous dans la même boîte. Comment on peut s'entraider pour y arriver tous ensemble? Et c'est ce genre d'état d'esprit que j'ai appris chez Booking qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai continué ma carrière. Après j'ai géré des équipes plus grosses qui géraient des choses plus dures. C'était la deuxième ligne de support. Donc c'est les gens qui géraient les problèmes qui vont créer les escalations, ce qu'on appelle en service client, c'est-à-dire vraiment les clients qui veulent parler à un manager, des hôtels qui gèrent énormément d'argent et qui ont des gros problèmes et qui ont besoin d'exceptions, des trucs qui vont toucher au GDPR, donc à la protection des données, aux problèmes sur les réseaux sociaux et aussi la fraude. La fraude des clients, la fraude au niveau des hôtels, la fraude au niveau ce qu'on appellerait des referral programs, donc je dirais les bonus qu'on peut donner aux gens. Comment on arrive à repérer ça, les patterns. Et là, on peut parler de grosses sommes aussi. Ça se chiffrait en millions d'euros sur certains aspects. Donc c'était aussi comment gérer ce genre de problème-là. Mais tu disais, on en parlait un petit peu avant ce podcast, que c'était intéressant de voir le travail du quotidien.
Si je peux donner cette anecdote, je veux dire, on a eu un réseau d'hôtels frauduleux sur Booking. Et en fait, c'est quelque chose qui s'est chiffré en millions d'euros et sur lequel on a dû. Des millions d'euros, c'est pas quelque chose qui fait peur à Booking.com. Mais on a dû à gérer ça. Et en fait, ça s'est réglé entre moi à Berlin et ma collègue Litsa, italienne d'ailleurs. Moi, je suis intéressé par creuser ça. Et je Ouais, pense que ouais. les gens qui écoutent, ils sont intéressés. Quand ça parle frauduleux, en général, il y a un petit goût sucré, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc on avait un gros risque de perte d'argent et en fait, on a eu les signatures d'arrêter ce système de fraude et ça nous a coûté des sous ou de rembourser aussi ces fraudes parce qu'il y a des clients qui ont été victimes de fraude et Et donc, c'était pour notre c'était femme. quoi l'histoire? C'était. Allez, pour raconter l'histoire parce que c'est pas complètement, mais disons qu'il y a des établissements, un réseau d'établissements qui ne remboursaient pas les dépôts de garantie pour les séjours. Incroyable. En fait, ce que tu fais, Donc, c'est que le déposit qu'on se fait prendre à chaque fois, là, ouais, pour mini-bar, si jamais tu casses une télé, etc. Les ouais. mecs ne refondent pas ce truc-là. Ouais, ou pour bloquer la réservation à l'avance. En général, on te demande de payer la première nuit à l'avance, surtout quand tu réserves des établissements un petit peu atypiques ou dans certains pays. Si c'est un Marriott dans le centre-ville, tu mets ta carte, tu as une garantie et ça bouge pas. Mais si tu veux réserver un truc un peu plus atypique, dans des endroits un peu plus reculés où il n'y a pas forcément de lecteur de carte, et ça peut être des trucs luxueux, hein, attention, hein, on te demande quand même de payer la première nuit ou les 2 premières nuits ou 10% du séjour. Et en fait, il y a des réseaux d'établissements, et je ne vais pas dire lesquels, je ne vais pas dire dans quel pays, tout ça, mais des réseaux d'établissements qui en fait demandaient un dépôt de garantie et qui tournaient très très bien, hein, qui faisaient de l'argent. Et ces réseaux d'établissements, ils ne remboursaient pas les dépôts de garantie après l'annulation. Alors que normalement, on te dit, tu payes la première nuit à l'avance, et si tu viens pas et que tu annules dans les 15 jours, ou dans les 3 semaines avant, et ben on te rembourse ce dépôt de garantie. Et Incroyable. le truc, c'est que c'était un gros réseau d'hôtels et d'établissements, et ça faisait beaucoup d'argent. Et vu que les établissements tournés étaient réels, parce que tu peux avoir des fraudes avec des faux établissements, tu vois, ça arrive. Mais là, ils étaient vrais, il y avait des vrais clients qui étaient vraiment contents, des vrais reviews. Les account managers sur place nous disaient, non mais attendez, ces établissements, ils sont géniaux, on peut rien faire, ils nous rapportent tant d'argent, donc il n'y avait pas de possibilité de bloquer. On pouvait pas les fermer comme ça, tu vois. Et en plus, là où ils étaient malins, c'est qu'ils prenaient les dépôts de garantie par virement. Alors, si tu prends un dépôt de garantie par carte bancaire, en général, t'appelles Amex ou Visa ou Mastercard et ils te le bloquent ou ils te le Et remboursent. puis t'as 14 jours de rétractation légale, etc. Ouais. T'as tout un tas de steps juridiques, quoi. Et là, vu que c'est par virement, eh ben, une fois que le virement est parti, très difficile de le récupérer au niveau de la banque. Et du coup, ça s'est chiffré sur énormément d'établissements, sur plusieurs années et saisons, ça se comptait en millions, cet argent qui n'était pas remboursé aux clients. Et ça peut permettre un petit peu de répondre un peu à cette question de qu'est-ce que c'est que la backstage, tu vois. Bah, la backstage, c'est que chez Booking.com, finalement, c'était ma collègue et moi qui étaient chez Booking depuis 2 ans, la vingtaine, qui n'a pas eu 50 ans d'expérience dans la fraude, et moi-même, qui ont dû faire une feuille Excel, qui ont dû regrouper toutes les réservations, tous les noms du client, tous les différents systèmes, tout ce que ces dépôts de garantie avaient en commun. Et en fait, on a pu arriver plus tard et dire voilà, on a un système de fraude en fait qu'on n'a pas vu dès le début parce que c'était dur de faire le lien entre toutes ces réservations isolées. Les gens appelaient le service client, ils disaient remboursez-moi cette nuit, mais ils pouvaient tomber sur quelqu'un en service client à Londres ou en Égypte ou à Amsterdam ou à Seattle, là où on avait des bureaux, et personne ne savait que le même établissement faisait forcément la même chose avec un autre type ou l'établissement de la même chaîne ou qui était lié. Parce qu'ils avaient des noms différents, faisaient la même chose avec plusieurs clients en même temps à différents endroits. Et nous, le boulot qu'on a fait, c'est de regrouper tous ces clients, de regrouper tous les numéros de réservation et d'ajouter les montants. Et sur 2 années, ça se comptait en millions. Et du coup, on peut se dire le service client, c'est pas très sexy, ça rapporte pas trop de sous, il faut les manager, c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience et de compétences. Mais si vous n'avez pas une culture en fait, où les gens se disent ouais, je peux faire la différence, ouais, c'est important, et oui, les gens vont écouter ce que j'ai à dire, et ben vous passez à côté d'une fraude à millions. Parce que nous, on faisait ça, on demandait du temps en dehors, parce qu'on a des trucs à faire au quotidien, il faut répondre aux appels, les clients et tout. On dit, attendez, on a besoin d'1 heure là pour regrouper. C'est un projet qu'on a eu en fait. Et si moi, en tant que manager, je ne l'avais pas poussé à dire, c'est très important cette fraude, fais ta feuille Excel, regroupe tous ces cas ensemble, appelle les autres bureaux, appelle les account managers dans les différents pays, pose-leur des questions sur ces établissements. Je veux dire, on n'était pas payé pour faire ça. Hein. Et ma collègue, qui gagnait moins de 2000 balles par mois, elle avait peut-être autre chose à foutre aussi. Mais si on n'a pas que de dire pourquoi est-ce que je devrais m'engager là-dedans. Ça, c'est un vrai sujet, le skin in the game et la culture d'entreprise, tu vois, parce que il faut vraiment aimer sa boîte et vouloir évoluer, vouloir être reconnu pour faire des efforts qui a priori ne sont pas rémunérés, tu vois. Ouais. Et puis surtout, c'est des problèmes supplémentaires qu'on crée quand on fait ça. Rien que moi, à mon niveau, elle est venue me voir, elle a dit, d'ailleurs c'est moi qui suis venu la voir, on en reparlera, la proactivité du manager.
m'asseoir à côté d'elle, écouter certains appels, voir comment ça se passe, discuter et tout. Et je lui dis alors, t'as des grosses fraudes en ce moment, comment ça se passe? Parce que j'avais une team de 35 personnes, donc on n'est pas au courant de tous les appels et toutes les fraudes qu'ils ont, quoi. Les trucs en dessous de 500 balles, c'est notre quotidien. C'est même pas un truc dont on parlait. Et elle me dit ouais, il y a un truc bizarre, il y a cet établissement-là, et j'ai un autre senior à Amsterdam qui me dit qu'il en a eu aussi, et je me demande si c'est pas un truc plus gros. Et moi je lui dis c'est vachement intéressant, prends du temps, creuse, merci de me l'apporter. Je n'étais pas obligé de lui dire ça parce que c'est une prise de tête supplémentaire. Mais c'est vraiment parce qu'on avait cette culture d'entreprise de dire bah voilà, quelle valeur ajoutée on peut donner à la boîte, nous sommes la première ligne pour gérer ce genre de truc. Alors après la signature pour les remboursements, parce qu'on a dû rembourser ses clients, on n'a pas eu le choix. Parce qu'ils n'arrivaient pas à se faire rembourser par leur banque et ils n'arrivaient pas à se faire rembourser par l'établissement. Donc au bout d'un moment, on a dû tout faire et vu qu'on a eu une approval sur une grosse somme, ça a dû monter très très haut. Mais la décision de base et la collecte d'informations de base, c'était à notre niveau. Donc Et comment tu fais ça c'est trop intéressant, tu vois, pour les managers. Et nous, on voit souvent, parce que tu sais, dans les boîtes qu'on a, et quand on fait du reporting avec les managers, il y a souvent sujet de où est la limite. Quand est-ce qu'un manager doit traiter le problème lui-même avec ses propres outils et ses contacts, et quand est-ce que ça doit remonter au board? Comment tu prenais ces décisions de ton côté? Est-ce qu'il y avait un sujet de KPI, au-dessus d'un certain montant, ça remonte instinctivement et t'en discutais avec le board? Comment de ton côté tu anticipais les choses à résoudre toi-même, et de l'autre côté tu prenais en compte les sujets qu'il fallait faire remonter au board avec des traitements un peu plus compliqués et délicats? Ok, c'est une très bonne question, il y en a plusieurs, je vais essayer de décomposer un peu ça. Donc il y a une question de process, quel est le cycle de ceux qui approuvent certains montants? Donc ça je peux déjà répondre. Dans les services clients en général, quand on doit faire un geste commercial et que c'est un montant très très bas, les gens qui sont au téléphone peuvent dire oui. Après, quand on monte un petit peu plus haut, ça va être le chef d'équipe. Moi, à mon niveau, j'avais un certain approval. Aussi par jour, ou par cas, je pouvais approuver un certain montant de remboursement. Après, ça va être le chef de site et après, ça va monter plus haut. Donc en fait, le fait que ce soit monté aussi haut, c'est juste parce que la somme qu'on avait réussi à mettre ensemble était plus grosse. Et il y a déjà un process dans la boîte où, moi, si un client a un problème pour 50 balles, chef d'équipe des rôles avancés à Berlin, je m'en fous, quoi. Même un chef d'équipe normal. Si ça se compte en centaines, je m'en fous aussi. Si ça se compte en milliers, plusieurs milliers, ouais, là je vais devoir commencer à regarder. Après, si c'est des dizaines de milliers, des vingtaines de milliers d'euros, bon déjà ça arrive pas souvent, là il faudrait regarder avec le chef de site. Le chef de site, c'est celui qui va gérer 850 personnes sur Berlin en service client. Et alors le chef de site, c'est là où c'est marrant, hein. Le chef de site, il ne connaît pas grand-chose à nos procédures, pourquoi on rembourse et tout. Mais par contre, c'est quelqu'un qui va nous faire confiance. Et en général, quand on avait des approvals à 20, 30 000, c'était Béateux, la chef de site à l'époque. Je dis, Béateux, j'ai une grosse approval, est-ce qu'on peut en parler? Et parfois, elle me disait, non, mais donne-moi pas le détail, qu'est-ce qui se passe? Je fais, voilà, il y a un hôtel qui a brûlé, on doit reloger ce nombre de clients. La compte manager dit, il faut qu'on les aide parce que sinon on va les perdre. Ils vont couvrir peut-être 100, 120, 130 000 euros, mais ça passerait bien si on leur donnait, on couvrait 20-30% de ça pour qu'ils continuent à bosser avec nous après, un truc comme ça. Et en général, j'avais même pas besoin de lui parler, d'aller la voir, quoi. J'ai un coup de fil, je lui explique ça, elle me dit ouais, bah vas-y, approuve. Envoie-moi le cas, je mets mon nom et c'est parti. Mais ça, c'est la confiance en fait. C'est la confiance et c'est mettre des certaines barrières, parce qu'on ne peut pas balancer du fric comme ça sans contrôle, mais avoir la confiance. Et ça m'amène à ton deuxième point, c'est la limite, savoir à quel point le manager doit être impliqué dans les détails. Et ben en fait, autant qu'il le veut, il le juge nécessaire. C'est-à-dire, si on approuve 20 000 euros, il faut que la chef de site soit au courant. Parce qu'elle ne peut pas arriver un jour et dire il y a 20 000 euros qui est parti sur ton site, d'où ça vient? On est obligé d'être au courant. En revanche, à quel point elle veut être dans les détails, c'est son problème. Si je lui avais dit, par exemple, dans cet exemple que j'ai donné de tel qui a brûlé, un cas pas construit, elle m'aurait dit JP, je m'as pas l'air de trop avoir bossé ton truc là, je suis pas très à l'aise pour te dire oui. Est-ce que tu es sûr que c'est la seule solution? Parce que là, franchement, je pense que tu devrais y réfléchir un peu plus. Et du coup, il n'y a pas d'embrouille. Elle me dit reviens dans demain et dis-moi, donne-moi plus de détails. Mais si moi j'ai bien préparé mon truc, en fait, le but c'est qu'elle ait juste à dire oui et qu'elle sache et que c'est déjà la bonne décision. Donc en fait, c'est ça, c'est créer une culture d'entreprise où tu vas avoir une responsabilité à tous les niveaux, où tu vas avoir une confiance à tous les niveaux et où en fait ton but en tant que manager, c'est de ne pas avoir à connaître les détails. Parce que ton équipe, elle sait exactement ce qu'elle doit faire, elle sait exactement quelle décision elle doit prendre, elle sait exactement quand impliquer, quand ça commence à devenir beaucoup d'argent par exemple, ça peut être un critère, ça peut être aussi un risque légal, ça peut être un risque de réputation, en termes de social media par exemple.
Euh, et, euh, et une fois qu'on arrive, ben, le but le manager idéal, c'est celui qui bosse pas beaucoup en fait. C'est celui où il y a une personne qui vient et qui lui dit voilà, je pense qu'on devrait prendre cette décision. On a discuté du process le mois dernier, ça tombe bien, ça tombe dedans. Donc j'ai suivi ce qu'on a dit la dernière fois et je pense qu'on doit faire ça. Oui ou non? Et le manager doit dire bah, excellent travail, merci d'avoir Prends bien des fait notes, ça. hein, je suis pas déconcentré, mais c'est intéressant, faut écouter et prenez des notes. Fais cet effort de prendre des notes, faut appliquer 100% de ce qu'il t'annonce. Et le manager va dire bah écoute, merci beaucoup d'avoir autant préparé ça, c'est une excellente décision que tu as prise, j'approuve, excellent travail. Ça, et c'est comme ça que ça devrait tourner. Et si la personne n'est pas sûre, dire ah ouais, c'est vachement délicat, écoute, je comprends que tu veuilles approuver ce montant, mais tu vois, je suis pas sûr que ce soit la meilleure décision pour le coup, parce que là c'est un petit peu particulier. Est-ce que je peux prendre une heure et regarder avec toi? Je pense que c'est intéressant et je veux bien qu'on regarde ensemble, si tu as le temps. Être humble en tant que manager. Parce que, enfin, on a tous eu des boss, quoi. Et t'as pas envie d'avoir un manager qui est jamais le nez dans ce que tu fais et qui va te dire qu'est-ce que c'est que cette connerie, c'est trop d'argent. En général, quand les gens viennent te voir, ils ont beaucoup réfléchi et ils ont eu 50, 60 cas comme ça dans le mois. Donc, faut être très très humble quand on est manager avant de dire non. Et moi, mon approche, c'est de dire c'est beaucoup d'argent. Je comprends pas vraiment ce qui se passe, par exemple, avoir une approche humble et dire est-ce que ça te dirait que je passe un petit peu de temps avec toi pour que tu m'expliques en détail parce que j'aimerais bien plus comprendre. Et moi, j'ai jamais dit un non comme ça. J'ai juste dit, je comprends pas vraiment ce qui se passe et je suis pas très à l'aise parce que du coup, je vais devoir mettre ma signature. Donc, est-ce que ça te dirait est-ce que tu penses qu'on peut prendre un petit peu de temps pour que tu m'expliques un peu mieux? Donc, c'est toujours avoir une approche de soutien, une approche humble de compréhension, d'aide et tout. Et ça m'est déjà arrivé que j'étais pas très chaud et en fait, après avoir pris 5 minutes à réfléchir, je me dis en fait, l'autre a vachement raison. Hein. J'aurais dû dire oui tout de suite, quoi. Donc c'est avoir vraiment cette approche humble aussi dans l'attitude. Donc avoir les bons process pour être impliqué au bon moment, les déterminer à l'avance, comme ça il n'y a pas de surprise. Et quand on n'est pas sûr, avoir une approche humble et s'impliquer dans les détails. Mais si ça tourne bien, normalement on n'a même pas besoin de s'approcher dans les détails. On est manager, on est là, assis, on pose 2-3 questions. Et si les process sont bons, on a juste à dire bah, c'est un super boulot que tu as fait, merci beaucoup. Puis on est content de t'avoir, quoi. Et enfin une dernière chose. Pourquoi est-ce que ma collègue Elisa, qui bosse encore pour Booking à Amsterdam maintenant, a fait ça? Enfin, moi, je la motivais à mort. C'était énormément de boulot qu'elle faisait sur ce projet. Parce qu'il fallait qu'elle appelle tout le monde à travers le monde et les autres gueulaient parce qu'elle faisait pas d'autres trucs. Je lui ai dit, écoute pas les autres. C'est vachement important ce que tu as. Je sais que tu as envie de te développer c'est ton développement, tu vois. Tu vas pas changer de boulot juste parce que tu fais la même chose très bien pendant 1 an et demi. Là, tu as mis le nez dans quelque chose d'intéressant. Tu as la compétence continue, je te soutiens. Et en fait, elle a été promue peu après. Et quand elle a eu son entretien en interne pour un autre poste à Amsterdam, qui est le siège de Booking, bah, elle est arrivée dans l'entretien, elle a écrit dans sa lettre de motivation, a résolu un problème à 3,2 millions d'euros grâce à... Bah, forcément, les gens avaient envie de m'entendre. Et elle Ouais, tu savait que vois, ça allait derrière. ce sujet de prise de risque, il est super important. Moi là, récemment j'ai fait une interview et je l'ai dit, je me suis presque pris la tête avec un mec dans les commentaires qui voulait absolument que je parle, tu sais, du Shining Effect, syndrome de l'objet brillant en français. Et tu vois, en ce moment, je trouve qu'il y a une vraie mode fait de dire ouais, mais les gars, attention, vous voyez bien, c'est des tendances de marché. Il y a eu l'e-com, il y a eu les formations en ligne, il y a eu la crypto. D'ailleurs, tu sais ce qui s'est passé un peu sur le marché? C'est terrible. Il y a eu les NFT, etc. Il faut te focus sur un sujet et évoluer, être constant dedans. Et moi, la réponse que j'ai eue à cette personne, c'est de dire je veux bien, ok, n'empêche que moi j'ai fait beaucoup de pognon avec les NFT, tu vois. Et c'est trop intéressant parce que je trouve que dans certains secteurs, et surtout tu vois dans le monde du salariat, les gens ont été éduqués et placés dans une boîte dans laquelle ils ont uniquement des objectifs très précis à suivre. Ils n'ont pas le droit de sortir des rangs, alors que des fois, une prise de risque qui, d'un côté, si tu te trompes, bah, tu te fais taper sur les doigts, tu te fais virer, tu te fais rétrograder. Par contre, la chance sur 10 que tu as d'avoir raison t'offre une promotion directe sans passer par la case départ, tu vois. Ouais, là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Donner cette conscience et cette confiance et faire en sorte que les gens n'aient pas peur de faire des erreurs. Mais ça, c'est très très commun dans les startups parce que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. Et moi, j'irais même plus loin. En tant que manager, je veux qu'on m'amène des problèmes tous les jours. C'est mon boulot. Parce qu'en fait, si les gens ne m'amènent pas de problèmes, ça veut dire que les problèmes vont me rattraper. Et c'est ça que je veux pas. Ce que je veux, c'est que les gens viennent me voir quand il y a un truc qui ne va pas avant que ce soit trop tard. Comme ça, je peux anticiper le problème. Je veux dire, quand vous êtes un manager, si vos équipes ne vous saoulent pas, vous ne faites pas un bon boulot aussi. Moi, je veux que les gens me saoulent toute la journée avec des trucs qui n'ont pas l'air importants, mais que je puisse me mettre dedans et me dire, aujourd'hui, c'est pas important.
Mais si ça prend de l'amplitude, est-ce que ça va le devenir? Est-ce que c'est peut-être pas le bon moment pour le résoudre? Donc c'est cette attitude à avoir. Et ça peut être sur différents sujets. Là, dans la boîte où je suis aujourd'hui, on a un problème d'engagement et de diversité où les gens ne se sentent pas représentés dans certaines activités. En gros, on fait des activités d'entreprise qui permettent de réseauter, de networker, et il n'y a pas de nanas qui viennent. Je vais donner un exemple marrant. On fait du foot une fois par mois, et on a fait une compétition inter-entreprise de foot, et on était une des seules équipes où on n'avait pas de nanas dans l'équipe. Une des seules équipes. Et ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. Et du coup, je suis allé voir des copines qui bossent avec moi et qui sont sportives. Je leur dis, pourquoi tu viens pas? Et elles me disent, mais je me sens pas à l'aise, etc. Je me sens pas intégré là-dedans. Et j'ai ramené ça au VP of People de ma boîte. Et lui, il me dit, mais je comprends pas, tout est ouvert. Si les gens veulent y aller, ils peuvent y aller. Donc non, c'est pas un problème. Et moi, j'en reste pas là. Je pense que c'est un vrai problème. Je pense que si cette diversité, elle se met pas en place, il faut pas regarder que le processus. Effectivement, n'importe qui peut postuler pour aller jouer au foot le mercredi. Mais moi, je regarde l'outcome. Et si l'outcome, c'est qu'il n'y a aucune nana, bah, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. Et surtout quand les autres boîtes en ont. Et en fait, en creusant un peu plus, je me suis rendu compte qu'il y avait des gens qui ne se sentaient pas à l'aise dans la boîte. Qui ne se sentaient pas à l'aise à approcher certains hommes qui ont des postes à responsabilité. Et que du coup, moi, quand je veux jouer au foot, bah, ça me permet d'avoir des opportunités. J'ai rencontré des potes de mon CEO, j'ai fait du conseil pour d'autres boîtes grâce à lui et tout. Et je sais qu'il y a énormément de talents dans ma boîte qui sont un peu backstage, par exemple, et qui parfois sont des femmes, et qui ratent cette opportunité. Et du coup, on perd des opportunités. Des gens qui auraient la chance de dire au CEO un truc qu'ils ne pourraient pas dire ailleurs que sur le bord d'un terrain de foot ou un terrain de paddle, etc. Donc pour moi, c'est un vrai sujet et un vrai problème. Et pour moi, être un bon manager, c'est sentir quand il y a un truc qui n'a pas l'air important, peut-être que ça a l'air d'être une perte de temps, mais en fait, quand ça s'accumule et si on ne creuse pas, ça peut devenir un gros problème. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui ne se sentent pas engagés. Il y a des équipes où les gens ne se sentent pas engagés quelquefois parce qu'on ne les écoute pas quand ils disent ce genre de choses, ou même on ne leur donne pas l'opportunité de parler. Et ça, pour moi, c'est très très important. Et tu disais, juste pour fermer le sujet là-dessus, que dans les NFT, tu connaissais des gens qui ont fait plein d'argent là-dessus, etc., et que c'était motivant, mais il faut faire très attention quand on est dans le management, la stratégie d'engagement sur le long terme, à écouter les gens qui sont backstage de manière humble et ne pas voir le profit immédiat comme le seul critère du succès. Parce que le profit immédiat peut s'arrêter. Ça, c'est l'expérience de la crypto. C'est-à-dire, ça va bien, tout va très très bien jusqu'au jour où ça va plus. Et du coup, on ne l'avait pas anticipé. Et un des trucs que les organisations qui ont des modèles de développement un peu moins immédiats, par exemple les startups qui sont sur des modèles de levée de fonds, de long terme, de croissance, parfois de croissance sans, j'allais pas dire sans profit, parce que toutes les bonnes startups ont des profits, au bout d'un moment on a un produit qui a de la valeur, mais j'allais dire sans profitabilité, c'est-à-dire où le profit ne va pas couvrir toutes les dépenses forcément dès le début, et qu'on va fonctionner sur des levées de fonds. Ces gens-là, ceux qui sont bons, ils anticipent les problèmes à long terme. Et ils se disent, là on a peut-être fait beaucoup d'argent, on a peut-être dépassé nos objectifs, mais il faut qu'on s'arrête une minute et qu'on se dise qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait. Et inversement, il y a des moments où on ne va pas faire d'argent, où on va se planter sur quelque chose, ou même pas forcément se planter, mais on ne va pas avoir le résultat qu'on attendait. Et ça ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Donc il faut avoir cet effort intellectuel de découpler le résultat de la manière de faire. Parce que les résultats ça come and go. Les résultats, ça va monter, ça va descendre. Dans la crypto, dans les NFT, dans les ventes, ou dans le service client, ou dans n'importe quoi. Dans l'immobilier, partout. En revanche, les bonnes pratiques, c'est ça la boussole en fait. Et c'est ça qui fait que quand ce sera quand ce sera le bon moment, on sera 10 fois, 20 fois, 30 fois plus loin que les compétiteurs. Ouais, c'est trop bien ça. Ça, c'est trop bien. Tu vois, moi, pour prendre un exemple, même perso dans les routines, tu vois. Moi, tu sais, j'ai des routines très simples de quotidien, mon heure de lever, mon heure de coucher, mes repas, mon sport et tout. Et tu vois, les gens souvent me répètent, mec, t'as un problème, tu vois. Qu'est-ce qui fait que tous les jours de ta life, Noël, jour de l'an, anniversaire, tous les jours de ta vie, tu t'obliges, tu vois, tu te fais du mal avec ces putains de routines et qu'est-ce qui fait que tu les lâches pas? Et je leur dis, les gars, il y a deux grosses raisons. Raison numéro 1, toi dans ta vision du monde pour l'instant, c'est dégueulasse, mais en fait tu as 3 étapes à passer, le poison, le vinaigre, puis ensuite tu arrives au miel. Et une fois que tu as pris l'habitude, c'est très compliqué de la quitter parce que tu as senti les bénéfices que ça t'a apporté. Et le sujet numéro 2, c'est que je me dis, c'est peut-être pas grâce à ça que je vais plus tomber malade, que je vais plus réussir à avoir des opportunités ou que je vais plus ne pas réussir à closer un client ou que sais-je. Mais par contre, ce qui est sûr, c'est que
c'est grâce à ça que le jour où il y aura la grosse opportunité que je vais pouvoir saisir, je vais réussir à l'attraper. En comparaison aux autres qui se disent vas-y, vivons la vie au jour le jour, je fais n'importe quoi toute la journée. Et la crainte que tu peux avoir dans ce cas, c'est de te dire, le jour où il y a le gros truc à ne pas laisser passer, qui va être devant moi et que je vais pouvoir saisir, je serai pas en bonne forme, je serai pas en bonne condition ou je serai pas dans la bonne posture. Mec, moi je te garantis, si je dois attendre toute une vie le truc qui doit arriver, mais que le jour J je dois être prêt, je ferai l'effort toute ma vie à attendre parce que le jour où ça doit passer, je vais le saisir avec les deux bras et je vais le ramener chez moi, tu vois. Et c'est super important de ce truc-là, de se dire, peu importe dans quel domaine, garder un socle de base parce que c'est peut-être décorrélé complètement des résultats pour le moment. Peut-être que toi, tu es exponentiel sur la puissance, l'énergie et la motivation que tu mets. Et peut-être que pourtant, les résultats sont sinusoïdales, tu vois. Mais qu'en fait, le jour où on va taper la bonne ordonnée ou le bon endroit, le bon coordonné GPS, ce jour-là, les deux vont s'associer et ça va partir en haut, tu vois. Et il faut le garder en tête. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi sur les bonnes habitudes. Je pense que c'est exactement l'attitude qu'il faut avoir. Et parfois, c'est même pas une question d'augmenter et de réussir. Parfois, c'est même bloquer le risque. Par exemple, si on ne crée pas une culture où les gens se parlent et où les hiérarchies ne sont pas effacées dans le sens où les gens ne sont pas à l'aise pour communiquer certains problèmes ou certains soucis, eh ben, on n'aura pas anticipé le jour où il y aura un gros problème. Et la personne qui aurait pu t'aider à l'avance et qui aurait pu te le dire, ne l'aurait pas fait. C'est très intéressant. J'ai étudié un truc qui m'intéresse beaucoup, c'est le fonctionnement des hiérarchies dans les environnements à haut risque. Ça va être les centrales nucléaires, les sous-marins, l'armée. Comment dans ces endroits où, aussi tout ce qui est chirurgie, médecine, comment dans ces environnements-là, où il y a des chaînes de commandement, qui sont strictes. Enfin, l'armée, c'est quand même quelque chose de très gradé et de très conservateur. On l'appelle la grande muette, c'est là où on ne communique pas, etc., où la communication est très millimétrée. En fait, quand on est dans un sous-marin, si un cuisinier repère une fuite, eh ben, il faut qu'il ait la capacité de tout bloquer d'un coup. Tu vois ce que je veux dire? Donc, bien sûr. En fait, dans les milieux… Comme normalement, tu as 28 étages hiérarchiques et que c'est une galère de faire monter du point A jusqu'au point Z, tout le sujet, c'est que quand il y a une grosse galère qui se passe, il doit y avoir un buzzer, tu vois, comme un gros bouton rouge, sur lequel n'importe qui, peu importe ta hauteur dans la hiérarchie, peut appuyer pour stopper tout le système. Exactement. Et si la personne appuie sur le bouton par erreur, c'est moins grave que si le bouton n'avait pas été là. Ça va dans les deux sens. Le premier, c'est de se dire, il faut que tout le monde ait la capacité de dire ou de faire quelque chose qui peut nous sauver. Alors, il faut que les process soient bien écrits, que pas tout le monde appuie sur le bouton du jour au lendemain. Ça, c'est le travail des process d'anticipation, carrément. Mais aussi que la personne se dise, dans le doute, il vaut mieux que j'ai appuyé, parce que si je ne l'avais pas fait, on aurait coulé. Et tout le monde, que ce soit le général au deuxième pont ou moi dans la cuisine. Et ça, c'est quelque chose qui est très très important et c'est quelque chose que, pour moi, les environnements professionnels qui performent très très bien ont créé. C'est cette capacité de dire, n'importe qui peut appuyer sur le bouton, et si tu appuies pour rien, c'est pas grave, ce sera toujours moins grave que si on n'a pas appuyé à un moment où on avait un vrai problème. Donc créer ce genre d'environnement. Incroyable. Bah écoute, merci pour cette grande introduction de 33 minutes. Monsieur, on est tout de suite parti dans la conversation, je vais juste finir. Après Booking.com, qu'est-ce que j'ai fait? Donc j'étais à Berlin, j'ai déménagé à Kiev en Ukraine. En fait, je me suis fait appeler par une start-up là-bas pour laquelle je travaille toujours aujourd'hui, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Preply, qui est une boîte qui permet d'apprendre les langues en ligne. Donc je suis arrivé au service client de Preply, on était 13 au début. Ensuite, on a eu le Covid, donc tout le monde s'est mis à apprendre en ligne. On a levé une série B, une série C. Donc c'est allé très très vite. La boîte est passée de 80 à 430 personnes aujourd'hui. On a des bureaux… Ça raise combien en tout, Preply? 50, 35, 16, 6 millions. Un peu plus de 100. Non. Ouais. 50, 35, 16, 6, je crois, rétroactivement. Non, 50, 35, 10, 6. Ouais, 10, le premier. Et 6, ouais. Donc ça, c'est ce qu'on raise. Mais après, il y a aussi le revenu. On est encore une entreprise privée, je ne peux pas divulguer, mais c'est une entreprise qui fait de l'argent. Donc c'est aussi pas seulement ça. C'est vraiment, je voulais une start-up où on n'a pas simplement une bonne idée et des fonds, quoi. De toute façon, ça, en 2022, ça n'existe plus, là. Enfin, là, moi, j'ai passé pas mal de temps avec un de mes meilleurs amis qui travaille pour Meta à Londres en ce moment. Je ne sais pas si tu as vu. On a 11 000 personnes qui se sont fait virer de Meta du jour au lendemain. On a Twitter qui a beaucoup trimé.
Et les investisseurs, les VC ne prêtent plus aux boîtes qui sont soit déjà à l'équilibre, soit en direction d'équilibre, soit qui font déjà pas d'argent dès le début. Et je trouve que c'est très bien. D'ailleurs, ça, c'est super intéressant. Toi, tu penses quoi de la décision managériale de virer? Enfin, est-ce que selon toi, Meta a viré par obligation ou est-ce qu'ils ont viré par choix? Petit 1, première question. Et la seconde question, qu'est-ce que tu penses de cette décision? Alors, j'ai pas tous les détails du dossier. J'ai vu le mail de Mark Zuckerberg et j'ai lu quelques articles dessus. Je connais quelques personnes en interne, mais j'ai pas tous les éléments. Ce que je sais. Tu me poses la question sur la décision de virer ou sur l'exécution de la décision? Parce que c'est deux choses différentes. Je pense que les deux enfin, moi, ce qui m'intéresse le plus, a priori, c'est sur la décision. Mais peut-être que toi, ta zone de génie est plus tournée autour de l'exécution. Ouais, c'est pas le boulot le plus sympa du monde, mais admettons. Alors, pour ce qui est de la décision, moi je pense qu'ils sais le faire. Tu sais le faire, je sais que tu sais le faire. En fait, ils n'avaient pas le choix. Et parce qu'ils se sont plantés. Ils ont dit, on a pensé que le métaverse ça allait décoller à fond, et on a eu des restrictions sur les téléphones qui font qu'on peut plus avoir la pub de la même manière. On a eu augmentation des coûts, on a eu une baisse des investissements, on a des crises sur certains marchés. Donc du coup, voilà, on s'est planté. On a eu un objectif qui devait financer. Donc toi, tu penses qu'en gros, c'est intéressant. J'ai un autre ami à moi qui a un peu la même lecture du marché, qui s'est dit, tu sais, il y a eu NFT, c'était l'explosion du marché. Je pense que les grosses boîtes ont pété un plomb parce qu'au début ça devait être vraiment un micro-marché et une micro-niche, tu vois. Et puis en fait, c'est devenu worldwide, c'est devenu très mass market, tout le monde a commencé à investir. Donc Meta, qui était du coup encore Facebook à l'époque, a eu cette intuition de se dire c'est maintenant, il y a un crack qui va se passer, il faut être les premiers dedans. Ils ont presque fait un all-in sur le métaverse. Et du coup, toi, ta lecture un peu comme la sienne, si j'ai bien capté, c'est qu'il y a eu une espèce de réaction en chaîne qui a fait qu'au final, cette décision les a emmenés à presque se casser la gueule quelques mois après, quoi. Bah oui, ouais. D'ailleurs, ils le disent eux-mêmes, hein. Ils disent on s'est planté, on a mal calculé notre coût et on a trop de gens qui sont pas efficaces. C'est la lettre de Zuckerberg lui-même, hein. Il explique ça. Le truc en plus, c'est que l'avantage de ces très grosses boîtes qui sont des boîtes publiques, où on a des investor calls, c'est on peut pas trop cacher les choses. Je veux dire, il n'y a pas de théorie secrète de ce qui se passe behind the scenes à Meta. Je pense que c'est finalement assez transparent, hein. Désolé de casser le mythe de qu'est-ce qu'ils nous disent pas et tout. Non, ils sont obligés de le dire. Je veux dire, quand on brasse des milliards comme ça et qu'on a des investisseurs et qu'on a des entités dans plein de pays, on est obligé de dire quelles sont les décisions. Et là, en fait, ce qu'ils ont dit, c'est vraiment ce qui s'est passé. Ils pensaient qu'ils allaient faire plus de thunes sur certains aspects de la boîte. Et pour des raisons qui sont dans leur contrôle, certaines miscalculations et des raisons de circonstances économiques, c'est juste pas tenable en fait. Et ils se retrouvent avec des équipes qui peuvent simplement plus bosser. Parce qu'ils n'ont rien à faire. Parce que les marchés sur lesquels ils devaient travailler n'existent plus. Donc ils ont dû prendre la décision pour remettre de la profitabilité, parce qu'ils n'avaient aucune zone où réorienter ces collègues, malheureusement, qui ont perdu leur boulot du jour au lendemain, hein. C'était assez brutal quand même, hein. Enfin, ils ont des packages, ils ont 3 mois de salaire, c'est pas non plus assez terrible, mais si tu viens de prendre un prêt et que tu as 2 gamins, comme c'est le cas de mon pote qui bosse à Londres, et il avait la moitié de son équipe se barrer du jour au lendemain, ça fait pas rigoler quand même, hein, c'est assez sérieux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que là après, on est dans l'exécution, décision de masse, ils ont envoyé un email et lundi tu viens pas, t'as tel package et c'est tout. Bon, alors après, il y a les régulations de chaque pays. Tu es obligé d'avoir des conciliations avec des third parties. Eux, ils ont des subs dans chaque pays où ils ont des teams ou ils passent par des prestats. Ah non, c'est obligé. Il y a Meta Land, à ce niveau-là, c'est vraiment dit. Meta, c'est, comme tu le disais au début, hein, c'est un truc qui est devenu mass market, mais en fait, Meta, c'est devenu une des plus grosses agences de publicité au monde, enfin, d'agents d'espace d'achat publicitaire au monde, c'est tout. Et plus des produits dérivés, de la marketplace au peut-être au metaverse ou certains genres de choses. D'ailleurs, metaverse, c'est la marque Meta, mais il y en a d'autres qui existent déjà. J'étais à une conférence là-dessus il n'y a pas très très longtemps. C'est juste un compétiteur dans ce que le metaverse va être. Peut-être que le leur a pas marché parce que c'est un peu nul et un peu mou, un peu institutionnel. Parce que Meta, c'est déjà un truc de vieux en fait. Mais le truc va marcher. C'est juste le leur a pas marché pour l'instant. Enfin, fin de la parenthèse. C'était vraiment catastrophique, hein. Moi, je suis allé use un petit peu, je sais pas si t'as testé, mais les mecs coupés en deux, etc. Ah, ils sont assis sur leur bureau, donc tu peux pas voir les jambes. C'est incroyable, hein, de pas avoir pensé à ça, quoi. C'est fou, hein. C'est un délire, sérieux. Ah ouais, c'est incroyable. Et même les gens qui se font harceler dans le métaverse, quoi, c'est un truc de fou, quoi. Ils ont eu des trucs qu'ils ont même pas imaginé, quoi. Enfin bref. Des folies. Mais après, tu vois, c'est intéressant parce que d'un autre côté, je veux dire, stratégiquement, ils ont quand même les couilles de se mettre en ligne et se dire, vas-y, on est les premiers à le faire et à le faire à cette échelle, tu vois.
Ouais, mais c'est parce qu'ils avaient les sous. Pour eux, perdre des milliards, c'est pas important. Il y a aussi ça. Mais oui, Ouais, bien sûr. c'est pareil avec Elon Musk ou des gens comme ça qui font des trucs où ils s'en foutent de perdre de l'argent. Ça, c'est un Mais second bon point. Qu'est-ce que tu penses du rachat de Twitter? What's happened? euh, alors j'ai ma lecture du truc. Je suis pas un grand fan d'Elon Musk. Je le dis. Je pense que c'est quelqu'un qui a des rêves qui sont pas les miens. Je pense aller sur Mars alors qu'il y a plein de choses à faire sur Terre et plein de choses à régler, tu vois. Je vais plus être un Bill Gates qu'un Elon Musk dans ma manière de voir les choses personnellement. Même si ça a l'air un peu moins sexy, j'ai plus de confiance dans ces gens-là. Et je préférerais bosser pour Microsoft quand ça a démarré que pour Tesla aujourd'hui, vraiment. Ensuite, en fait, l'achat de Twitter, il avait besoin. Alors, je suis pas, c'est mon interprétation personnelle, hein, je suis pas mais moi, ce Ouais, que mais je on est là vois, pour ça, tu vois, genre on est là pour... ouais. parce que c'est intéressant, et étant donné que tu as eu une éducation, un parcours qui est diamétralement opposé au mien, tu vois, Ouais. ça a beaucoup de sens de demander tes lectures parce que j'apprends des choses et je me nourris de ça. Alors, très bien, bah écoute, ça vaut ce que ça vaut, mais moi je pense qu'il a fait il a fait un coup médiatique sur son rachat de Twitter qui était peut-être un peu un bluff au début. En fait, il a joué au poker et il a bien joué. C'est-à-dire, il a dit en gros, je vais faire comme si je voulais racheter Twitter. Ça va faire augmenter les actions Tesla au max. Je vais en vendre beaucoup, c'est ce qu'il a fait, hein, au meilleur prix pour financer d'autres projets sur lesquels je veux travailler. Donc c'est ce qui s'est passé. Et pour Twitter, ça a l'air d'être quand même un peu un merdier ce truc-là. Ça va me prendre beaucoup de temps, c'est compliqué, c'est très politique Twitter. Parce que c'est quand même de l'information, il a peut-être pas forcément envie de se mettre là-dedans. Et il a dit, je vais avoir un système pour essayer de ne pas racheter Twitter à la dernière minute, qui était d'avoir un truc un peu monté toute pièce, où il disait en fait vous avez plus de robots que d'utilisateurs, donc dire à la dernière minute en fait non je veux pas l'acheter. Et si jamais ça marche pas, eh ben j'achèterai Twitter quand même, mais j'essaierai de l'avoir au meilleur prix, 44 milliards, ce qui s'est passé. Donc en fait il a fait une partie de poker en disant faut que je trouve un moyen de faire monter mes actions, je vais utiliser Twitter comme un prétexte pour les faire monter au max et vendre à ce moment-là pour financer d'autres projets, ce qui a très très bien marché. Il a essayé de se rétracter à la dernière minute avec son histoire de bot, etc., en les attaquant en justice. Ça n'a pas marché, il a perdu au tribunal. Donc du coup, le tribunal lui a forcé à racheter Twitter, mais il lui a forcé à racheter Twitter à un prix qui était beaucoup plus bas par le prix d'annonce par action, qui est 44 milliards. Et du coup, il s'est dit, bon, bah, perdu pour perdu, j'ai vendu mes actions quand c'est monté, et je vais racheter Twitter à un prix assez bas, donc finalement, c'est pas si mal. Donc voilà un Fair petit peu enough. comment je vois ce truc. Pour moi, c'est comme ça que je le vois. Après, qu'est-ce qu'il va faire de Twitter? C'est une grosse question. Moi, je pense qu'il s'en fout un petit peu. S'il est malin d'ailleurs, il devrait mettre des mecs qui sont meilleurs que lui là-dessus pour s'en occuper. Les Euh, mails, ils sont fous là. Les mails qui passent en ce moment en mode we are going to keep what works et enlever ce qui. Enfin, c'est des mails, tu vois, c'est lunaire comme truc. Tu te dis, Ouais. à aucun moment Zuckerberg aurait fait des posts comme ça sur Facebook. Enfin, tu vois, c'est un step qui est différent et je trouve que c'est. Je trouve ça space, tu vois, comme situation. Et c'est la raison Ça- pour laquelle c'est la question que je demande à tout le monde. Dans ce moment, moi, tu sais, c'est simple, hein. Quand j'ai envie de comprendre quelque chose, je pose la même question à tous les gens que je croise dans la journée. Et il y a bien deux trois connards qui arrivent à me donner une réponse qui ont du sens, tu vois. Mais tu vois, c'est Elon Musk. Enfin, est-ce que tu aimerais bosser pour un mec comme ça, tu vois, quelqu'un qui va dans les journaux télévisés, enfin, qui va fumer des pétards sur les plateaux télé, qui va dire des trucs à l'emporte-pièce, qui va presque risquer ta boîte en se faisant poursuivre par la SEC parce que il va disclose à l'avance le deal avec Aramco. Enfin, c'est des énormes risques quand on a ce genre d'employés et cette taille. Moi, je trouve que c'est des énormes risques qui pourraient être évités. Alors après, il est très bon sur certains aspects, tu vois. Par exemple, son coup de poker sur Twitter pour avoir vendu ses parts de Tesla au moment le plus haut et essayer de financer d'autres projets, c'était très très malin. Mais très honnêtement, hein, je pense qu'il aurait pu faire mieux. Enfin, je pense qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu plus équilibrés dans leur manière de communiquer, qui auraient pu faire ça, avoir les mêmes résultats un peu mieux. Voilà. Après, c'est une personnalité polarisante qui joue là-dessus et ça a marché quand il a lancé le Dogecoin ou ce genre de truc. Mais pour moi, c'est un petit peu cosmétique et je pense pas que c'est ça qui va changer la phase du business ou même les voitures Tesla, tu vois. Je pense pas que ça va vraiment sauver l'environnement. Je pense que les voitures Tesla, c'est les gens qui ont déjà une voiture thermique vont en acheter une deuxième parce qu'il faut avoir les moyens de s'acheter une Tesla. Et du coup, tu vas te retrouver avec une Tesla et une voiture thermique en même temps et ça va pas résoudre le problème des émissions automobiles, tu vois. Et c'est tant mieux, tu vois. Enfin, je veux dire que Tesla soit un succès, que c'est des voitures qui soient agréables à conduire, tant mieux pour lui. Mais le fait que pour moi, ça ne répond pas à la promesse. Je pense que c'est fallacieux dès le début. Je pense que c'est pas ça qui va résoudre le problème des émissions. Et je Ça, pense c'est qu'on est classique. C'est Voilà.
Vendez-leur ce qu'ils veulent et donnez-leur ce qu'ils ont besoin, tu vois. Exactement. Et ça me fait pas rêver pour le coup. Et du coup, je pense que c'est pas un manager qui fait rêver pour ça. Tu dis c'est lunaire, moi je pense que c'est même un peu martien si on va rester dans le contexte d'Elon Musk, mais c'est un petit peu comme ça, ce genre de communication. Donc c'est un peu ma lecture de Twitter. Je pense que du coup, moi ce qui m'inquiète un peu, enfin alors, certaines personnes disent que c'est exagéré, mais je pense que Twitter, ils ont viré 50% des gens. Déjà, pourquoi ce chiffre de 50%? Autant les 11 000 chez Facebook, tu vois, je pense que ça a un sens, je pense qu'ils ont vraiment réfléchi, que c'était une décision dure. Et pour revenir au topic du management, quand on se sépare de certains collaborateurs, ça doit être une décision dure. Si c'est une décision facile, c'est que tu le fais mal. Ça, je le pense vraiment. Et quand on arrive, on dit je prends Twitter et du jour au lendemain, c'est 50% avant d'aller au bureau. Pourquoi 50%, tu vois? C'est vraiment symbolique, si tu veux. Moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment réfléchi, si tu veux. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ouais, donc c'est un peu dommage. C'est un peu dommage parce que Twitter, c'est une belle boîte, hein. Enfin, je veux dire, je pense que c'est une boîte qui a énormément changé la manière de communiquer, de partager l'information, qui est utilisée par énormément de personnes. Il y a une culture d'entreprise chez Twitter qui crée la controverse sur certains aspects. Et ça, je le comprends, tu vois. Je pense pas que Twitter, tout est rose là-bas, mais c'est pour moi un produit, pour le coup, qui a changé énormément de choses. Et je pense que arriver du jour au lendemain, leur acheter pour une bouchée de pain et dire je vais virer la moitié des gens pour montrer que je fais quelque chose, et en fait s'apercevoir, parce que là, ils vont en réembaucher des gens chez Twitter déjà. Je pense que ça n'a pas été très réfléchi. Donc du coup, je pense que Facebook est un peu plus boring. Mais je serais plus à l'aise pour bosser enfin plus à l'aise, plus en confiance en tant qu'investisseur et en tant qu'employé chez Facebook que je le serais chez Twitter. Vraiment. Okay, aujourd'hui. Voilà, c'est comme ça que je le vois. Après, j'ai envie de bosser pour aucune des deux parce que je trouve que c'est les boîtes qui sont trop grosses et qui sont un peu chiantes et qui se la pètent un peu. Et c'est pas là où il y a l'action, je trouve. Mais voilà, parce que non, j'ai pas du tout envie de bosser pour aucune de ces deux boîtes. Mais manière de manager, je dirais plus simple pour Facebook qui ont dit on s'est planté. Plutôt que pour Twitter qui disent de toute façon vous êtes que des branleurs, on va virer 50% des gens, et tu t'aperçois que c'est un effet de manche et qu'en fait il faut en réembaucher la moitié le lendemain, quoi. Et du coup tu as créé des employés dégoûtés, tu as des talents qui vont partir, parce qu'il y a des talents chez Twitter, et peut-être qu'ils vont créer un autre réseau social qui va le couler dans 6 mois, on n'en sait rien. Ça va être dur de détrôner Twitter, parce que c'est une idée simple qui est bien marketée, et il n'y a rien de mieux qu'une idée simple bien marketée, tu vois. Mais c'est un risque qui a été pris dans cette manière de faire ça. Je trouve que c'est un peu dommage aussi des désastres industriels un peu comme ça. Voilà. Ok, c'est top. Du coup, pour le premier topic que je voulais vraiment mettre au milieu de la table avec toi, Ouais. au sujet du management, c'était quel est pour toi le framework ou les advices de base pour créer une culture d'entreprise qui a du sens. Mais tu vois, quand je dis qui a du sens, c'est pas simplement philosophiquement. Parce que tu vois, c'est l'exemple que tu m'as donné tout à l'heure, il a trop de sens. Le fait de dire, j'étais dans une position où j'étais pas obligé, mais je l'ai fait parce que j'ai vraiment envie que le bateau ne coule pas. Tu vois, moi dans les boîtes où j'investis, même dans mes boîtes, etc., je suis quasiment sûr que autour d'une table, enfin, dans certaines boîtes, en tout cas dans certaines positions ou certains contextes, tu vois, autour de la table, tout le monde dirait ouais, je l'aurais fait, mais la question que je me pose, c'est combien l'aurait réellement fait, tu vois. Donc, Ouais, comment est-ce que toi, c'est quoi les premiers steps, les premiers trucs que tu mets en place pour passer d'une équipe dans laquelle tout le monde dit ouais, t'inquiète, on est tous là ensemble, soudés, main dans la main, à avancer, à réellement sur le tapis, quand faut partir au charbon, on y va et ça se passe bien. Ok, c'est une très bonne question. Je vais essayer de donner la réponse la plus concrète possible. Le plus concret que je peux dire, c'est il faut créer une culture où on ne punit pas les erreurs. Je fais un truc très concret, je fais un truc très concret. Pourquoi? Parce que si tu veux que quelqu'un appuie sur le bouton quand le bateau va couler, ça veut dire que la personne va potentiellement bloquer des deals et faire perdre de l'argent sur le court terme. Et peut-être que cette personne a fait une erreur et n'aurait pas dû appuyer sur le bouton ce moment-là. C'est ça que ça veut dire. Il faut que ce soit très concret. Et ben, il faut qu'on ait une culture où la personne se dise si je l'ai fait de bonne foi, je me ferai pas engueuler. Et on dira écoute, tu nous as fait perdre de l'argent, il n'y avait pas de gros problème, ça servait à rien de sonner l'alarme. Mais franchement, on est content que tu l'aies fait. Et on va faire en sorte qu'on va faire un post-mortem. On va essayer de comprendre ce qui s'est vraiment passé pour que la prochaine fois, on utilise l'alarme à meilleur escient si ça arrive. Mais merci d'avoir fait le truc. Même si on a perdu de l'argent à court terme, on aura appris pour la prochaine fois et on avance. En fait, c'est ça. Parce qu'en fait, je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises. Tu dis comment faire créer une entreprise où les gens ont envie de faire plus? C'est ça la question. Il y a des aspects positifs qui sont au niveau d'embaucher des gens qui sont motivés,
Mais c'est difficile à assess hein, la motivation dans un entretien. Parce qu'avant de commencer un job, les gens peuvent te dire n'importe quoi. Tu vois. Et puis surtout, mec, moi ça, putain, j'ai consulté, j'étais dans pas mal de boîtes de recrutement et tout, tu vois. Et le nombre de mecs que tu vois en entretien, ils jouent leur meilleure pièce de théâtre. Ils sont préparés, tu vois. Ils sont préparés à l'entretien, mais non pas au job. Et dans la première semaine, t'es obligé de les virer après un test, tu vois. Mais alors pour moi, s'il y a des licenciements dans la première semaine, il y a des trucs à faire au niveau du recrutement. Parce que ça devrait vraiment, almost, tu vois, never happen. Mais je suis d'accord avec toi que c'est dit, il y a des techniques. Il y a des techniques, il y a les techniques stars des entretiens et tout. Ça, c'est des trucs que vous pouvez googler. C'est un truc on y viendra après, c'est la seconde étape. On va parler dans le futur, mais il y a des moyens de savoir si les gens ne baladent ou pas en entretien. Ça se fait. Mais au-delà de ça, c'est créer une culture où les erreurs sont pas punies. Moi, je connais quelqu'un en service client qui a fait perdre des centaines de milliers d'euros à ma boîte en cliquant un mauvais bouton. Et cette personne, on l'a surtout pas viré. Ça s'est su, tu vois, quand tu as un employé du service client qui appuie sur le mauvais bouton et qui fait perdre des centaines de milliers d'euros. Et tu as le nom qui commence à circuler. Moi, j'ai dit au board, je veux entendre personne nommer cette personne. Parce que le problème qu'on a, c'est pas qu'on ait cette personne qui a appuyé sur le mauvais bouton. Je leur dis, les gars, comment on peut être dans une boîte où si quelqu'un appuie sur le mauvais bouton, on perd 100 000 euros? Comment on en est arrivé là? C'est ça le problème. On devrait dire merci à cette personne. On devrait déjà se demander pourquoi, parce qu'on n'a pas perdu 100 000 euros en un jour. En fait, il y avait des fonctions sur le site internet qui ont été désactivées par erreur. Une personne du service client a fait une procédure pour changer un compte client. Et au lieu de changer juste le compte de ce client, ça a changé le compte client de tout le monde. Et du coup, ça a fait baisser nos ventes. Et ça s'est chiffré en centaines de milliers d'euros. Et moi, j'ai dit, comment ça se fait que ce soit possible qu'on ait un système comme ça? Et surtout, comment ça se fait que ça nous a pris tant de temps pour comprendre ce qui s'était passé? Parce qu'on ne l'a pas perdu en un jour, on l'a pris au fur et à mesure du temps. Déjà, c'est réorienter les questions et les problèmes. Et cette personne, elle a bossé, elle est partie plus tard pour d'autres raisons, mais elle a bossé avec nous pendant longtemps. Et forcément, quand j'ai fait un call avec elle, parce que j'étais le boss de son boss, donc du coup, j'ai dû m'impliquer. J'ai fait le post-mortem, j'ai dit alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là, sur quoi tu as cliqué, comment ça s'est passé, essayer de comprendre exactement, c'est ce qu'on appelle un post-mortem, essayer de comprendre toutes les étapes qui ont créé cette erreur. Et au bout d'un moment, elle me dit mais JP, je suis pas à l'aise là, ça a créé un gros problème et tout. Je vois, on a perdu 108 000 euros de CA. Et je peux vous dire que cette personne qui bossait chez nous depuis 3-4 mois, à un poste d'entrée de niveau, était terrifiée. Mais je lui dis tout de suite, je lui dis t'inquiète absolument pas. Le problème, c'est que tu as fait une erreur qui était prédictible. Je veux dire, quand on a une équipe qui était prévisible, pardon, excuse-moi pour les anglicismes, mais quand on a une équipe de 80 personnes qui gèrent 12 contacts clients par heure et qui touchent le back-end tout le temps, en fait, on doit avoir seulement les boutons utiles qui sont accessibles. Le problème, c'est ça, c'est pas toi. Parce que bien sûr qu'il va y avoir une erreur humaine. Et donc, c'est comme ça que tu t'arrives à créer une culture où les gens veulent faire plus. C'est presque une bonne nouvelle, parce que tu te dis... Putain, en fait, heureusement qu'il l'a fait maintenant, tu vois ce que je veux dire? Ouais, on aurait préféré pas les perdre. Mais ouais, je suis d'accord avec toi. Mais du coup, la culture, c'est quand tu crées ça, en fait, les gens qui se font pas engueuler, et quand ils cliquent sur le mauvais bouton, ils disent merde, je vais me faire virer, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Je vais tout de suite recliquer et je vais rien dire à personne et peut-être que ça se verra pas. C'est ça la réaction humaine quand tu as ce genre de boîte. C'est clair. Mais c'est ça la réaction humaine. Tu te dis merde, j'ai Moi, je te dis la vérité, si aujourd'hui je suis dans cette situation, je suis presque sûr à 99% que ça serait ma réaction instinctive, tu vois. Bah ouais. Même c'est dingue. Ça veut dire que peu importe l'évolution et peu importe l'endroit où tu en es dans ta life, ouais. Je suis presque convaincu que j'agirais avec ce type de. Mais c'est normal. Mais c'est parce que tu as un boss qui va t'engueuler et tout. En fait, si tu arrives à rembourser, à retourner en arrière et à te dire, si ça se trouve, il y a peut-être 10 personnes qui ont fait cette erreur avant elle, j'y pense maintenant. Peut-être 10 personnes qui ont fait cette erreur avant elle et qui se sont dit merde et qui ont tout de suite rectifié le truc et on a perdu 100 balles et on l'a pas vu. En fait, ce qui aurait été génial pour moi, ce qui aurait été vraiment le top du top, c'est qu'il y ait une personne qui clique sur le mauvais bouton, qui fait merde, revienne, aille voir son boss et dire écoute, j'ai fait une merde, j'ai cliqué sur le mauvais bouton, ça veut dire que j'ai changé le truc pour les autres clients et je m'en suis tout de suite aperçu, je l'ai rectifié, mais que cette personne dise à son boss putain, c'est pas normal, peut-être qu'on devrait le bloquer parce que on pourrait perdre beaucoup d'argent comme ça. Et que si cette personne avait eu cette réaction, serait allée voir son boss, donc il y a déjà avoir la confiance que les erreurs soient pas punies. Ouais, c'est une pépite, c'est une pépite ça. Après, tu as la deuxième chose, il faut que tu aies un boss qui ait le temps pour ce genre de truc.
qui crée une atmosphère dans l'équipe où les gens sont à l'aise et se dire je vais voir mon boss pour dire ça, et qu'ensuite ce boss vienne me voir et que moi j'aille voir le chef produit et qu'on lance le truc. C'est ça le top du top, c'est ça les boîtes qui marchent bien en fait. Parce que non seulement on aurait réglé le problème, et on n'aurait même pas perdu ces 100 000. Tu vois, c'est trop bon ça. Parce que du coup là, je trouve que le sujet que ça anime ou que ça met à la lumière, c'est comment est-ce que, surtout toi, tu vois, nous encore, on a des boîtes qui sont infiniment plus petites que les tiennes et du coup c'est quand même beaucoup plus artisanal pour certaines. Mais comment est-ce que dans une boîte où vous êtes plusieurs centaines, plusieurs milliers maintenant, Non, comment c'est possible 430, ouais, 430. 430. Comment c'est possible avec presque 500 personnes en interne, tu vois, Ouais. d'avoir au plus bas niveau, tout en bas, des mecs qui ont la même culture d'entreprise que des personnes qui sont au board ou managers ou VC ou autre, tu vois. Ouais, bah, il faut avoir la vision de ce que tu essaies de faire, il faut que tu aies la mission, il faut que tu aies des valeurs qui soient claires et comprises par tous, qu'elles soient appliquées au quotidien. Et après, ce sont les habitudes. Si tu as un manager qui a l'habitude de, par exemple, raconter ses histoires. Tu vois, on a une formation dans la boîte. Ça, c'est une très bonne histoire à rajouter dans la formation. C'est-à-dire dire, vous allez faire des erreurs. Si vous voyez un truc qui n'est pas normal, n'ayez pas peur de vous faire engueuler. Tu vois, l'histoire que je t'ai racontée, cette personne, elle nous a fait perdre 100 000. Je devrais dire exactement la même chose. C'est ce que je disais quand j'étais formateur au service client chez Booking. Je leur disais dans la salle, les gars, si vous voyez un truc qui ne va pas, tu sais, si tu as le Marina Bay Sands chez Booking qui fait énormément de CA par jour, tu vois, des gros hôtels comme ça, si tu as une erreur sur leur site, ou si tu as un problème de prix et que quelqu'un s'en aperçoit et qu'il n'ose pas le dire ou qu'il ne le dit pas, on perd énormément d'argent. Donc vraiment avoir cette culture, dire, si vous faites une connerie, foncez voir votre boss, dites-lui tout de suite. Comme ça, votre boss peut être au courant. Peut-être que votre boss va se rendre compte que le problème, c'est le process. Et que cette connerie, elle aurait jamais dû arriver si on avait eu des process qui auraient pu éviter ça. Et du coup, on a besoin de voir les problèmes, on veut entendre les problèmes. Et on veut que vous veniez vous voir. Et aussi dire aux gens au bas niveau, tiens, tu me parles de niveau d'entreprise, comment faire les gens qui ne sont pas ici. En fait, il faut expliquer à chaque personne que leur boulot est super important. Quand tu prends les gens en service client, ils te disent je fais du service client, moi ce que j'ai vraiment envie de faire c'est de faire du théâtre ou de faire je sais pas quoi, je fais ça sur le côté et tout. On leur dit les gars, c'est très très bien que tu veux faire du théâtre et je serai le premier à aller voir ta pièce, tu vois. Mais aussi, en fait, ce que tu fais, c'est super important comme boulot. Parce que tu es le visage de notre entreprise, tu es en contact avec les clients, la manière dont tu vas leur parler, ça se trouve, le client, il va pouvoir nous tracher sur les réseaux sociaux. Aussi, tu vas peut-être changer la vie d'un client qui va donner une histoire géniale et qui va en recommander 5 autres. Donc, ça, c'est toute la base de la formation au service client, tu vois. Apprendre le word of mouth, tout ça. Et aussi, donner cet exemple. Tu peux faire des erreurs, en fait, dans ton job qui vont coûter énormément d'argent. Et là, tu dis, les gars, story time. Par exemple, il y a 6 mois, il y a une personne qui nous a fait faire tout ça. Et en fait, moi, ce que je me dis, c'est qu'il y a sans doute d'autres personnes qui ont fait ça avant et qui n'ont pas speak out. Donc si jamais tu te trouves dans la situation que tu fais l'erreur, va voir ton boss. Tu vois, je te donne un exemple. C'est la formation, c'est les valeurs, etc. Faire comprendre à tout le monde que leur job est important. Et c'est pas genre parce qu'on est des bisounours, hein. C'est parce que le job est important. Je pense que je t'en ai donné un exemple extrêmement concret. Et vraiment donner cette conscience-là et donner des exemples très très concrets pour que les gens le comprennent dès le début. Moi, c'est comme ça que je le ferai dans ma boîte. Est-ce que tu as déjà eu le cas d'un mec qui rentre chez toi, qui a priori, tu vois, est pas fan absolu du taf qu'il fait? Par exemple, support client, c'est rébarbatif, tu vois, on sait que pour beaucoup, ça peut même s'apparenter à un taf alimentaire, tu vois. Ouais. Et qui au final, non pas grâce au job en tant que tel, mais plutôt grâce au cadre, à l'encadrement et au management, se retrouve au bout d'un an à commencer à... Parce que tu vois, nous on a la chance, dans mes boîtes, d'avoir quand même une culture qui est très entrepreneuriale. Donc en général, dans 99% des cas, les gens qui tapent chez nous, ils le font parce qu'ils kiffent et qu'ils veulent vraiment travailler avec nous. Ma question c'est, est-ce que même dans des boîtes où c'est du salariat, que des fois on va recruter des personnes dans des autres pays, qu'on délègue beaucoup, etc. Est-ce que tu as déjà eu ce cas-là d'une personne qui, a priori, est arrivée juste pour faire de l'argent et gagner sa vie, tu vois, mais qui au final, grâce à la culture et ce que tu lui as apporté autour de l'exécutif, s'est pris au jeu et en fait au bout d'un an, elle te prend rendez-vous, enfin tu la prends en rendez-vous, elle dit putain c'est dingue parce que je pensais pas kiffer autant, mais je suis en plein kiff, tu vois. Mec, tu me parles de moi. Moi, je suis arrivé à Berlin avec 1200 balles sur mon compte en 2013. J'avais jamais fait de service client de ma vie. J'ai fait une classe prépa, 2 masters de grande école parisienne. J'avais bossé dans des boîtes de com à Paris. J'avais bossé aux US. Je suis arrivé à Berlin pour le kiff. Et peut-être que je me disais que je bosserais dans la com en Allemagne, ce qui était une illusion parce que tu peux pas bosser dans la com dans une langue que tu parles pas, tu vois. Et Booking.com, c'était une boîte. D'ailleurs, c'était une succursale de Booking de droit allemand.
où il y avait que du service client dedans. Et mon premier salaire chez Booking.com, c'était 1075 euros en 2013. Wow. Ouais. Et c'était très bien pour Berlin à l'époque, hein. On était bien traités pour le boulot qu'on faisait, hein. On avait la bouffe à midi, les machines à café Jura dans le bureau, des activités, on privatisait des clubs et des bateaux pour faire des fêtes. C'était génial de bosser pour Booking en 2013. Moi, j'étais très 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 heureux. Et j'ai Et donc rencontré des c'est gens super intéressant parce que avec ce salaire-là qui te filait, t'avais un Ouais. niveau de vie qui te convenait et tu kiffais. Bah, ça dépend. Est-ce que j'aimerais avoir le même salaire aujourd'hui? Non. Parce que j'ai changé, je suis plus la même personne. Mon salaire a énormément augmenté, bien évidemment, depuis cette époque-là. Mais c'est quelque chose, j'en garde un excellent souvenir. Parce que c'est exactement ce que tu as décrit. J'ai découvert des process, j'ai découvert ce que c'était que travailler dans des entreprises qui traitaient bien les gens, qui avaient un bon produit, qui avaient une bonne mission, qui faisaient confiance, qui me payaient des formations. Tu vois, moi, 1 an et demi après, j'étais formateur, on m'envoyait dans des 4 étoiles à Tallinn pour aller traîner des bureaux. C'était mes premiers business trips de ma vie, tu vois. Moi, je venais pas d'un secteur où si j'avais fait un petit peu dans la com avant, mais j'étais pas aussi bien payé, hein, les agences de com parisiennes. Et Ils ça, m'envoyaient c'est pas ouf, tu vois. dans des 4 étoiles Parce et tout, que tu vois. moi, je pars du principe qu'une boîte dans laquelle, quand tu poses la question à un salarié ou à un mec qui travaille, est-ce que tu kiffes ou pas la boîte? Sa seule réponse, c'est de se dire oui, je suis bien payé ou non, je suis pas assez payé. Ça veut dire que tu as tout raté, tu vois. T'as, Ouais, tout à fait t'as d'accord. tout raté parce que les vraies boîtes, en tout cas, selon moi, les boîtes desquelles j'essaie de m'inspirer et les boîtes desquelles j'essaie d'apprendre pour tous les jours améliorer ma culture d'entreprise et mon management, qui est un sujet clé chez nous, c'est de me dire quelles sont les boîtes qui, bah, comme Booking, je viens d'en avoir l'expérience, même s'ils donnent des salaires qui, à l'extérieur, ont l'air des salaires abominables que personne n'accepterait, j'ai des retours de mecs intelligents comme toi qui me disent, mec, tu sais quoi, je le referai peut-être pas aujourd'hui, mais par contre, je signe pour la même histoire si je dois signer. Ah non, Et mais ça, c'est absolument. incroyable. Absolument. Mais on était très très bien traités, tu vois. Et on était content d'aller au bureau, il y avait une super ambiance, on avait plein d'amis, il y a des gens qui se sont mariés. Tu vois, moi, même dans mon service client, j'ai des gens qui se sont mariés au bout de 2 ans en bossant ensemble. Ça, c'est des signes, Ouais. tu vois. Tu peux faire c'est assez intéressant. Quand tu fais je vais revenir sur la question des salaires, mais je vais aussi parler de la question de l'ambiance de boîte. Quand tu fais des sondages des sondages sérieux sur est-ce que tu es content dans ta boîte, tu vois. Il y a des questions qui ont l'air un peu connes, mais qui ont un gros impact. Tu poses, je peux dire oui ou non que j'ai un vrai ami dans cette boîte aujourd'hui. Hmm. Ça, dans la culture française, bizarre, Jamais tu vois. de la vie. Ah, c'est Mais il clair. faut la poser cette question. Et moi, si j'avais pas de vrai ami dans ma boîte aujourd'hui, même si je suis très heureux de mon salaire, de mes conditions de travail, de mon projet, c'est un des trucs les plus importants. Moi, je veux passer 40 heures par semaine minimum, parce que quand tu atteins un certain niveau de responsabilité, c'est plus du salariat, tu vois. Moi, je suis un auto-entrepreneur dans ma boîte à la tête d'un département. Clairement, aujourd'hui, tu vois. Qu'est-ce que c'est un auto-entrepreneur? C'est quelqu'un qui crée ses propres objectifs et qui essaye de les atteindre en autonomie. Et quand tu es dans des fonctions de directeur ou des fonctions de C-level dans des grosses startups, c'est ça en fait. Tu manages ta business unit et tout. Mais moi, ma valeur, c'est j'ai envie de bosser avec des gens qui me plaisent parce que je vais passer énormément de temps avec eux. Je vais vivre une aventure humaine. Et les augmentations, c'est prouvé qu'au bout de 3 mois, tu n'en as rien à foutre et tu veux déjà la suivante. Alors attention, hein, quand je dis ça, il y a des gens qui me disent, des gens que je consulte, ils me disent ah, ça veut dire qu'il ne faut pas augmenter les gens. Je fais non, non, non. Yes, yes. Non, non, non. Ça veut dire qu'il faut les augmenter, mais qu'il faut les augmenter souvent. Pas forcément de beaucoup, mais souvent. Et qu'il faut les augmenter de manière justifiée, mais que c'est pas la seule chose que tu dois faire. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ouais, c'est intéressant. Tu sais, dans la négociation, il y a un truc qui s'appelle la négociation non chiffrée. C'est le fait de dire, par exemple, au lieu, je sais pas moi, t'essayes d'acheter. Voilà, nous par exemple, là, on vient de relouer un gros appartement sur Dubaï pour 1 an et tout. Ben, au lieu par exemple de négocier un prix à la baisse avec le propriétaire, ce qu'on a négocié, c'est d'avoir le droit de faire de la sous-loc. C'est con, mais lui en vrai ça lui coûte rien, on lui file un petit billet sur le côté, il est extrêmement content, et nous de notre côté ça nous permet d'être en bénéfice sur plein de mois. Et ça c'est des trucs que, comme en France, je pense qu'on a un peu la peur, le tabou de l'argent, de la vente, etc. Et ça fait partie de mes combats de tous les jours. Les gens souvent dans de la négo ont l'impression que la négo et la vente est uniquement tournée autour de l'argent. Donc le premier truc sur lequel ils passent c'est ok, plus, moins, combien, 10, 5, 3, 4. Alors qu'en réalité, très souvent, moi, je pense que 80% des négociations que j'ai réussi à aboutir et que j'ai gagné, entre guillemets, même si je pense que les deux parties gagnent, tu vois,
Il y a cette histoire dans Never Split the Difference, qui est un bouquin que j'adore, où au début, en gros, t'as deux gamins qui se battent pour une orange, et la maman les arrête, et elle demande à l'un, tu veux faire quoi de l'orange? Et le premier gamin répond, bah moi je veux le zeste de l'orange pour mettre dans mon yaourt. Et le second, il veut bouffer l'orange. Et c'est magnifique parce que juste en émettant deux questions, elle prend l'orange, elle épluche pour le premier, elle donne l'orange pour le deuxième, et en fait, personne n'a fait de compromis. Et c'est ça le sens de Never Split the Difference, c'est ne couper jamais la poire en deux en français. C'est arrêter d'avoir la sensation de faire des sacrifices parce qu'en fait, en tournant la négo dans le bon sens, il y a moyen que vous deux, vous trois ou vous cinq, vous vous sentiez tous gagnants dans le putain de deal. Et tu vois, c'est trop intéressant parce que le problème, c'est que, enfin, le challenge, c'est que quand tu tournes uniquement, quand c'est une négo basée uniquement sur le tarif, tu auras quelqu'un qui va se sentir dupé parce qu'il aurait l'impression soit de baisser son pantalon, soit de se faire douiller, globalement. Et tu as une autre personne qui va être contente parce qu'elle aura l'impression de gagner. Ou même d'ailleurs, c'est très intéressant, des fois les deux personnes ont l'impression de s'être fait avoir, tu vois. Alors que si tu arrives à te dire, qu'est-ce que je mets en plus? Comme le propriétaire qui nous a donné l'opportunité de pouvoir faire de la solocation, et ben là, tu as un mec qui est super content d'un côté parce qu'il a eu ce qu'il voulait, et pourtant toi, tu es quand même resté dans ton cadre avec les trucs qui étaient vraiment importants pour toi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Je pense que, en fait, il faut regarder un petit peu le détail de ce qui se passe en faisant une négo et pas essayer de. Ouais, s'il y en a un qui perd, personne ne gagne en fait. C'est un petit peu comme ça que ça se passe. Et c'est pareil dans les négociations salariales et dans ce qu'on offre aux employés. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Non, vraiment, Booking.com, c'est un très très bon exemple pour moi de culture d'entreprise. Et il y en a d'autres, hein, et c'est pas la seule. Je pense qu'effectivement, mon histoire, c'est l'histoire d'un employé qui grandit. Et je pense que toutes les boîtes peuvent faire ça et ne voient pas nécessairement la valeur. Quand on est dans des retours sur investissement immédiats, au bout d'un moment, quand on veut grandir, on atteint un palier et on voit pas ces choses non chiffrées qui vont permettre de gagner sur le long terme et d'aller à un certain niveau de scale qui est plus grand. Parce qu'au bout d'un moment, si tu es uniquement dans l'immédiat, uniquement dans on recrute, on vire et on avance, il y a tellement de choses que tu vois pas. Je veux dire, moi j'ai bien vu, manager une équipe de 13 et manager une équipe de 95 aujourd'hui, un département de 95, c'est pas la même chose. Il y a énormément de trucs qui m'échappent. Et il faut que j'ai des gens qui soient meilleurs que moi. Il faut embaucher des gens qui sont meilleurs que toi. Ça, c'est très très difficile, mais c'est le plus important. Et une fois que tu embauches des gens qui sont meilleurs que toi, pas forcément sur tout, mais sur certains trucs, et que tu les mets dessus, tu vas faire un jump énorme dans ce que tu fais. Donc c'est aussi ça, comment garder les gens engagés et faire en sorte que ça se passe bien. C'est la culture d'entreprise, ne pas punir les erreurs, et faire en sorte que chacun soit gagnant. Tout à fait d'accord avec toi, j'essaie de donner une formule pour le podcast. Et en dernier, embaucher des gens meilleurs que toi. Parce que tu pourras pas être partout. C'est trop bon ça. Après, si tu as envie d'être partout, tu peux gérer un magasin avec 2 personnes dedans si tu veux, mais tu seras pas milliardaire. Bien sûr. Ah, c'est clair. Et pour creuser un petit peu là sur culture d'entreprise, c'est quoi les quelques clés, genre tu vois, tu sais, le trousseau magique, si tant est qu'il existe, évidemment, qu'il faut avoir absolument accroché, peu importe la boîte, si tu veux au moins avoir un début de culture d'entreprise qui déchire et qui donne à tout le monde envie de se défoncer et d'avancer, quoi. Je dirais qu'il faut mission, vision, mission, valeur. Alors la mission, c'est à quoi sert notre produit. Par exemple, Booking.com, la mission, c'est Helping People Experiencing the World. Donc notre boulot, c'est d'aider les gens à expérimenter ce que le monde a à offrir. Donc déjà, quand tu dis ça aux gens et que tu les embauches, tu leur dis, est-ce que vous avez envie d'aider les gens à expérimenter ce que le monde a à offrir? Voilà comment tu motives les gens pour rentrer dans une boîte. Tu vas pas leur dire, bon, bah, est-ce que vous avez envie de faire partie de cette aventure? Tu vois, tu vas pas leur dire, ouais, alors bon, vous allez pouvoir avoir des pauses déjeuner de 30 minutes, vous allez gagner 1000 balles par an. Tu fais rêver personne avec ça. Tu leur dis, vous allez peut-être avoir une augmentation de 15% en un an. Les gens, ils en ont rien à foutre. Et c'est comme dans la vente, il faut se focus sur les bénéfices clients et non pas les caractéristiques produits. C'est super important. Alors, tu as la mission, t'as la vision, pardon, c'est ça. Après, tu as la mission. Qui peut être comment on exécute le truc. Par exemple, on va avoir le meilleur site internet du monde qui permet d'avoir l'ensemble des établissements qu'on peut réserver en 2 clics. Et tu dis, ah ouais, c'est comme ça qu'on le fait, tu vois, aider les gens. Et après, tu vas avoir les valeurs. Et au quotidien, on va être humain, on va être humble, on va être curieux, on va prendre des risques, voilà. Et après, tu évalues les gens sur ça. Donc, je pense qu'il faut avoir vision, mission, valeur. Ça, c'est la base. Et raconter ça dans une histoire et l'avoir dans tous les process, au niveau du recrutement, de l'évaluation et de l'expansion.
Donc ça, pour moi, c'est fondamental. Un truc qui est très important, c'est faut que ce soit rattaché au produit, hein. Ça, c'est quelque chose que les gens oublient. Une culture d'entreprise n'est pas hors sol. Elle est par rapport à un produit, par rapport à un pays où on est. J'en sais rien, quoi. Je veux dire, si tu vends des porte-clés, ça peut être génial de vendre des porte-clés. Et il y a moyen d'avoir une vision extraordinaire. On va rappeler les gens, grâce à nous, je sais pas, les gens seront contents de rentrer chez eux, tu vois. Et tu peux avoir un Ouais. porte-clés qui te permet de jamais les retrouver. Ou par exemple, tu vends un porte-clés qui bip pour jamais perdre tes clés. Et tu dis, grâce à nous, les gens pourront toujours rentrer chez eux. Tu te dis, est-ce que tu as envie de vendre des porte-clés ou est-ce que tu as envie de développer un truc qui font que tout le monde pourra rentrer chez soi? J'en sais rien. Tu vois, c'est de la communication interne finalement. Et une fois que tu as ça, non seulement tu as l'engagement, les employés, la motivation, tout ça, et le reste se construit, mais aussi ta vision va te servir à faire de l'expansion. Parce que quand tu vas devoir faire des partenariats, quand tu vas devoir faire des rachats ou te faire racheter, quand tu vas devoir attirer des investisseurs, quand tu vas devoir faire du B2B, très 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 important, les gens, quand tu fais du B2B, en face, ils vont te dire quelle est la structure de ta boîte, comment vous êtes organisé et quelle est votre vision et quelles sont vos valeurs. Pourquoi? Parce que quand tu as des gens qui brassent énormément d'argent, ils vont faire confiance à des gens qui ont des process sûrs et facilement compréhensibles, qui sont transparents et qui vont pouvoir identifier clairement quelle est leur valeur et leur mission. Donc ça, c'est aussi un autre aspect. Donc ça, ce que je veux dire, c'est que ça aide en interne, mais ça va aussi t'aider à faire de l'expansion. Donc pour moi, il est là le trousseau magique. Tu t'as parlé de trousseau magique, donc j'ai fait une petite dégression sur les porte-clés, tu m'excuseras, mais c'est comme ça que je le vois. Qu'est-ce qu'il est technique, putain. Qu'est-ce qu'il est technique. Ok, c'est top. Je veux transitionner sur le recrutement parce que du coup, j'ai gardé des trucs en tête sur le management qui étaient super intéressants. Ouais. Moi, la première question que j'ai à te poser vis-à-vis du recrutement, dans les values dont tu parlais, enfin, excuse-moi, dans le triptyque que tu évoquais, à savoir value, mission and. C'est quoi le troisième? Valeur, mission Et et vision. Non, vision, mission, valeur. Non, mais c'est bien que tu me le fasses répéter. Vision, valeur. C'est Ouais. intéressant, ça reprend presque, tu sais, Start with Why de Simon Sinek. Mhm. C'est le comment, puis. Non, c'est le Le pourquoi, pourquoi. puis le comment, puis le quoi. Et Euh, c'est ça. Le pourquoi, c'est ça va être ta c'est vision, intéressant. pourquoi on fait ça. Le comment, c'est comment on le fait. Et le quoi, bah, c'est qu'est-ce qu'on fait au quotidien, qui sont les valeurs. Il y a Steadix que je trouve fascinant, justement, de Simon Sinek, où tu sais, il dessine le why, then how, then what. Et il t'explique qu'en gros, tous les grands pitchs de vente du monde, toutes les plus grandes publicités qui ont changé l'histoire, ont été dessinées avec ce même design, tu vois. Euh, et c'est trop fort. Du coup, ma question par rapport au recrutement, c'est de savoir, selon toi, à quel point c'est important d'avoir d'entrée de jeu en entretien des gens qui fit avec ce triptyque. À savoir, en fait, ma question, c'est plutôt de me demander, est-ce que c'est essentiel que les gens fit d'entrée de jeu avec ces trois éléments, ou alors est-ce que on peut s'accorder un certain taux de, tu vois, de manquement et qu'en fait on va pouvoir rattraper en formation interne, promotion interne et en non pas tabassant mais en créant un écosystème dans lequel les gens évoluent et donc forcément s'imprègnent de l'écosystème à terme. C'est une très très bonne question. Je dirais que c'est essentiel. Mais la difficulté, elle n'est pas dans de trouver les gens, elle est dans la définition de tes valeurs en fait. La question, c'est pas le travail. Si tu fais un énorme travail sur définir ta vision et tes valeurs, Ouais. euh, ben ouais, tu vas vouloir en fait dans ta boîte que des gens comme ça finalement. Et le truc, c'est que les valeurs, ça permet de faire le tri, mais c'est pas restrictif, c'est quelque chose d'ouvert les valeurs, c'est pas quelque chose de fermé. Ça crée un club fermé parce que tu veux l'excellence, si tu veux. Tu veux l'excellence de ces valeurs. Mais les valeurs, c'est pas quelque chose qui vont refermer les gens sur eux-mêmes, c'est l'inverse. Par exemple, une des valeurs de Booking à l'époque, c'était se rappeler que notre diversité nous donne de la force. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, quand il y a quelqu'un qui s'engueulait avec un autre parce qu'il était différent dans la boîte ou qui faisait pas les choses de la même manière, eh ben on dit désolé, il y a des gens qui vont faire des choses différemment de toi. Donc tu vas devoir apprendre à travailler avec. Et tu vas essayer de voir quels sont leurs aspects positifs et tu vas peut-être essayer d'apprendre d'eux. Tu vois, ça permet de créer ça. Et en fait, ouais, est-ce que j'ai envie de recruter dans ma boîte quelqu'un qui va emmerder tous les autres dans leur manière de travailler? Non. Donc pour moi, dès le début, je veux pas quelqu'un comme ça. Je veux pas quelqu'un qui croit pas dans le fait que la diversité de manière de travailler, d'opinion et tout nous donne de la force. En gros, il faut le cadre en dehors duquel tu peux pas sortir. Ça veut dire que tu peux avoir un peu de jeu en Ouais. te disant évidemment que par exemple si dans mes valeurs il y en a 54
et que le mec ne correspond pas à la 51e et à la 52e, je vais pas le barrer pour ça, évidemment, tu vois. Ah, mais c'est bien que Par tu dis ça. contre, non mais c'est super intéressant parce que, tu sais, moi ce qui m'emmerde c'est je sais pas, en français c'est le fait d'être binaire. Et tu vois, les gens pensent trop, ouais, quand ça rentre, quand ça rentre pas, ça rentre pas. Et je pense que c'est super important d'essayer d'éduquer un petit peu, surtout le marché européen, à se dire, les gars, soyez plus intelligents que ça, mettez des process en place, créez un prisme de lecture plus spectral dans lequel vous avez l'opportunité d'avoir de la croissance, de l'amélioration, de l'optimisation. Et donc c'est intéressant de se dire, à la fois, on laisse du jeu, parce qu'il y a certains sujets qui peuvent juste être un petit peu poncés, tu vois. Mais par contre, si mec, toi t'as besoin d'un carré et que c'est un cercle, ça va être relou et là c'est notre histoire. C'est très très intéressant ce que tu dis. Je pense qu'il faut être très exigeant là-dessus en fait. Je pense que les deux ne sont pas contradictoires. Ce que je veux dire par là, c'est déjà, tu parles de 54 values, je sais que tu schématises, mais c'est très bien que tu le schématises comme ça. Pour moi, des valeurs, tu en as 4, 5 et ça suffit. Donc du coup, tu seras jamais dans la situation où la personne fit 50 et pas 51. En revanche, tu dois être dans la situation où si la personne en fit 4 mais pas 5, c'est non. Ça doit être cool et clair. Mais le vrai travail, c'est de te dire, est-ce que ces valeurs sont importantes? Parce que tu dis, il faut poncer, il faut qu'il y ait du jeu. J'essaie de comprendre pourquoi tu voulais dire ça. Et en fait, quand tu as élaboré, tu dis que, en fait, il faut que les gens aient la possibilité de grandir et de faire grandir la boîte, tu vois. C'est ça que tu veux. Et tu te dis, je ne veux pas me restreindre sur certains profils. Ouais, tu vois, regarde, moi c'est un truc intéressant, mais là, je souhaite qu'on soit amené à travailler ensemble sur l'une, voire même plusieurs de mes boîtes. Et a priori, tu vois, si j'avais à te recruter, bah si j'écoute ton système, t'aurais pris un non-stop au bout de 10 minutes d'entretien, tu vois. Alors que, putain, c'est un drame parce que, in fine, t'as tellement de trucs à m'apporter, comme plein d'autres gens ont tellement de trucs à m'apporter. Et en fait, tu vois, et c'est super intéressant parce qu'encore une fois, c'est un truc qui est pas si facile que ça, qui est pas blanc ou noir, et il y a des décisions qui sont infiniment plus complexes à prendre. Mais c'est fou des fois de se dire que je pense qu'il faut pas avoir peur et pas avoir cette crainte-là et pas être nostalgique au sujet des choix que tu as pas fait. Sinon tu commences à regretter tout et c'est un enfer. Mais ça m'est arrivé des fois où, parce que moi tu sais je suis un mec très efficient, donc justement j'ai des valeurs et quand ça ne rentre pas, je suis un mec relativement binaire au sujet du recrutement. Mais de me dire, est-ce que ce mec-là j'aurais pas dû... Parce que regarde, tu vois, moi par exemple chez Closer, Ouais. donc la boîte dans la vente, tu vois, j'ai eu des gars, comme moi je pars du principe que la vente est pas la communication, mais la vente en tant que telle est a priori une compétence qui est assez contre-intuitive pour l'humain. Tu vois, il faut aller au contact, poser des questions qui sont dérangeantes, rentrer dedans, demander de l'argent, c'est pas facile pour l'humain. Oui, bien sûr. Et tu vois, j'ai eu des profils qui d'entrée de jeu ont été exceptionnels. J'ai des profils qui sont nazes et donc forcément ils se barrent. Et ce qui est dingue, j'ai cet entre-deux qui est presque quantique. Parce qu'en fait, il est dans deux états superposés simultanément. Donc il est littéralement quantique. Ça signifie qu'il n'est pas bon, il n'est pas non plus mauvais, mais en fait, il avance dans un cycle de résultats qui est assez space et qui n'est pas cyclique, justement. Et en fait, au bout d'un moment, il va prendre une décision. Comme au moment où tu ouvres la boîte et tu vois si le chat est endormi ou pas, tu vois. Il y a un moment, tu peux pas tu peux pas connaître ce mouvement. C'est là où il y a la différence entre l'état de superposition dans la physique quantique et mon état, parce que la physique quantique, tu choisis de déterminer, c'est le moment où tu ouvres la fameuse boîte, tu vois. Mais là, il y a un moment qui est pas prédéterminé. Et cet instant T, le mec, soit il va avoir des résultats dingues et il va avoir ce déclic qui va lui faire réellement changer de cap. Et aujourd'hui, c'est intéressant, mais l'un de mes meilleurs vendeurs a eu exactement cette histoire. C'est un gars qui savait pas s'exprimer, mec, pendant 1 an et demi, ça a été une galère. Je l'ai suivi à la trace, on l'a pas lâché. Et un jour, mais de nulle part, le gars a eu un déclic, juste parce qu'une discussion en plus, une phrase en plus, un truc que j'avais pas fait et que j'ai fait, qui l'a fait exploser. Mais la réalité, c'est que il aurait pu aussi exploser vers le bas, tu vois. En tout cas, peut-être pas, mais moi, de mon côté, a priori, il n'y avait aucun marqueur qui prédéterminait ce mec-là à aller vers le haut ou aller vers le bas. Et c'est la raison pour laquelle j'essaie de comprendre comment trouver un entre-deux. Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être que justement, tout le sujet, c'est de ne pas négocier sur ce genre de sujet, mais de me dire comment est-ce qu'à la fois, on peut d'entrée de jeu savoir qu'ils sont des très bons profils et les recruter, mais aussi laisser la chance à ceux
qui a priori ne valent pas le coup. Parce que tu vois, il y a un autre sujet qui est très intéressant, c'est que les très bons profils, tout le monde veut les recruter. Mais le vrai travail, selon moi, d'une personne en recrutement, c'est pas de recruter les très bons profils. C'est de recruter les profils qui sont moyens, mais qui vont tellement te faire confiance qu'elles vont devenir exceptionnelles. Ok, très bien. Tu vois. Franchement, c'est une belle histoire et c'est assez émouvant. Et je me retrouve dans l'expérience que tu as eue parce que j'ai eu des expériences comme ça avec certains employés, je le comprends parfaitement. C'est intéressant hein, ce que tu dis sur cette première impression dans le recrutement. J'aurais dû dire un non tout de suite. Je comprends. Et tu dis en même temps, je veux pas être binaire. En fait, je pense que c'est une question de. Je pense que tu es à un moment de changement. En fait, je pense qu'il ne s'agit pas d'être restrictif dans les valeurs et d'être binaire. Je pense qu'au contraire, parce qu'on parle de closer, mais quand la boîte commence à vraiment expand comme ça, en fait, il faut rajouter des valeurs. Il faut en mettre des nouvelles. Là, tu m'as dit, pour moi, la valeur, c'est l'efficacité et je veux recruter les gens qui sont efficaces. Et moi, ce que j'entends dans ce que tu me dis, c'est qu'en fait, tu as aussi d'autres valeurs qui commencent à s'exprimer. Qui sont, nous, on veut des gens qui sont engagés, qui sont prêts à se dépasser et qui veulent, nous, on veut dépasser les limites de la vente et on veut des gens qui sont prêts à se dépasser dans le travail. Donc, on va donner des outils, parce que vous avez l'université, à des gens qui ont aussi ce potentiel et qui sont prêts à découvrir en eux ce potentiel et à avancer avec nous. Et ça, du coup, tu vois, ça te fait une deuxième valeur. Donc quand tu interviews la personne, tu vas avoir quelqu'un qui va avoir l'efficacité, ok, là, à un certain moment qui est aussi au niveau du poste, parce que tu n'as pas besoin du même niveau d'efficacité, mais tu veux dire, il a quelque chose en plus qui est ce potentiel à dépasser. Donc moi, je pense que c'est pas... je pense qu'il s'agit d'ouvrir les valeurs. Tu vois, tu m'as dit une boutade et j'adore ça, j'adore quand on me parle comme ça, tu vois, genre, ouais, quand je t'ai vu, je me suis dit, il n'y a aucun moyen que ça passe. Et en fait, tu peux te dire, en fait, finalement, peut-être que j'ai aussi d'autres valeurs en moi qui commencent à se découvrir et qui sont ces nouvelles valeurs qui vont m'aider à aller plus loin dans le business à un certain niveau. Et moi, je vois ça comme... c'est pour ça que je dis que les valeurs, ça ne ferme pas, ça ouvre en fait. Il faut prendre les bons candidats. Et il faut prendre les bons candidats sur les bonnes valeurs. Et il faut avoir les bonnes valeurs. Et si toi, tes valeurs, c'est en fait d'avoir des gens qui ont, on dirait, de l'espace pour progresser, et que tu as envie d'embaucher des gens qui sont très très bons, mais qui vont devenir encore meilleurs en travaillant pour nous, grâce à notre culture d'entreprise et grâce à leur potentiel, c'est vraiment des gens qui vont grandir quand notre culture d'entreprise, qui est celle de l'excellence de la vente, va rencontrer leur potentiel. C'est là où on va aller encore plus loin. Excellent. Et ça, du coup, en fait, c'est une valeur en plus. C'est une valeur en plus. C'est pas une valeur en moins. Ça va pas te rendre plus binaire, ça te rend moins binaire. Tu vas dire, cette personne, non seulement elle est efficace, mais en plus, elle a ce truc en plus qui fait que ça va aller plus loin. Et c'est une raison de plus pour embaucher cette personne. En revanche, quand tu fais ton recrutement, et ça, c'est une question de funnel de recrutement, si les gens que tu interviews ne sont vraiment pas ce qu'il faut, que ce soit en termes d'efficacité, en termes de potentiel et d'autres valeurs qu'on peut rajouter ensemble et whatnot, tu vois. Là, du coup, il y a un problème dans le funnel. Parce que moi, si je me mets à parler avec des gens et que je vois bien qu'en fait, ça correspond pas du tout, et c'est pas qu'une question de feeling dans les 5 premières minutes, hein, je suis quelqu'un qui est très poli en entretien. Préalable, il y a eu un ouais. Et je dis, par contre, ce qui est très très important, c'est que les gens qui arrivent, les gens qui prennent ton attention est précieuse, surtout quand tu manages énormément de gens. C'est vraiment de se dire, est-ce que cette personne que j'interviewe, comment elle en est arrivée là, quoi. Parfois, moi, j'ai vu des profils arriver et j'ai dit, écoutez, je peux pas interviewer des gens comme ça, on est trop loin des valeurs et trop loin des attentes pour le poste. Donc, je dirais avoir des gens qui sont vraiment très très bien sélectionnés au début et ensuite être ouvert sur les valeurs et explorer ce que ces gens ont à apporter assez humblement, tu vois. C'est comme ça que je le fais. Ouais, je sais pas si là, je donne. Ouais, ben, en fait, ce qui est très fort, c'est que, évidemment, je sens cette tension qu'il y a, tu vois. Nous, au début, bah, tu sais comment c'est, genre, t'as pas d'argent, ton seul souhait, c'est vas-y, je vais faire de la thune, faut que la boîte elle explose. Et évidemment qu'en fait, au plus j'évolue, et au plus. En fait, tu vois, ce qui était intéressant, c'est que moi, dans mon histoire, j'ai réussi à kiffer ce que je faisais, mais après le travail. Donc, très, très épique, très stoïcien dans l'idée, tu vois. Et du coup, je voulais que 100% des gens soient à l'exactitude de moi. Ça veut dire des mecs qui ferment leur gueule. On a aussi des nanas, mais à l'époque, on avait quand même beaucoup de mecs qui ferment leur gueule, qui travaillent. Et s'ils ont été sages, ils auront un bonbon, tu vois, dans ce sens-là. Mais en fait, le fait est que au plus j'avance et au plus l'étiquette de mec, je veux que les gens qui rentrent chez moi, ils kiffent leur race, tu vois. Et moi, aujourd'hui, ça c'est fou ce que je vais te dire là. Mais en fait, tu vois, par exemple, il y a de ça 1 an et demi, les témoignages qu'on avait ou les reviews qu'on avait qui me faisaient le plus plaisir, c'est un mec qui me disait, mec, j'ai fait 50K, 20K, 10K, nanana. Et aujourd'hui, je pense que les reviews qui me font le plus plaisir, c'est pas tellement les gars qui me sortent un chiffre, mais c'est les gars ou les meufs qui sont là, les larmes aux yeux, en disant putain, je me suis laissé le choix.
et j'ai changé ma life, tu vois. Et quel bonheur c'est de me lever tous les jours, de kiffer, d'envoyer du jus, de contacter. Et moi, je sens que de mon côté, je suis, tu vois, attiré par ce truc-là. Et donc, évidemment, je comprends le retour que tu me fais, et c'est important. Et je comprends aussi que, en réalité, il faut transitionner. Et là, moi, le sujet sur lequel je suis en train de travailler, c'est comment est-ce qu'à la fois je transitionne vers un système qui a le plus de sens, a priori, tout en gardant mes conditions à moi qui sont importantes et la structure que j'ai envie de garder, tu vois. Ok. Bah, là, tu vois, là, j'ai entendu un CEO dans la manière dont tu as parlé. Je trouve que c'est très fort ce que tu as partagé. Et, euh, et c'est très intéressant la manière dont tu le lis à ton histoire personnelle parce que tu dis, moi, j'ai des gens comme moi qui ferment leur gueule et s'ils sont sages, ils auront un bonbon. C'est très drôle que tu me dises ça parce que pour moi, l'Alexis que je connais, c'est l'opposé de ça. Oh, t'es un enfoiré, dis pas ça, putain, va devoir le L'opposé couper. absolu. Moi, ce que je vois, c'est que tu es un mec qui est curieux de tout, qui va parler avec tout le monde, qui fait des choses différentes, qui a surtout pas peur de donner son opinion. Qui va aller être curieux, voir avec d'autres personnes, essayer des nouvelles expériences, qui est tout le temps en train de bosser. T'es plutôt le mec qui est tout le temps en train de l'ouvrir, non? T'as vraiment l'impression que t'es quelqu'un qui la ferme et qui attend son moment. Moi, je pense que Et le fait que tu c'est en quoi? sois là, c'est parce que tu t'es donné à mort. Alors après, t'es humble et tu écoutes les autres. Mais attention, c'est pas la même chose que de faire ça. Et je pense justement que si on parle des valeurs, si tu veux vraiment trouver des gens comme Alexis, c'est plutôt des gens comme ça. Et peut-être que ta souffrance, quand tu dis, il y a des gens, ils disent, ouais, moi j'ai fait 30K, j'ai fait 50K, alors qu'au fond de toi, tu sais très bien que ce qui fait venir les talents, on reparle de Booking, hein. Les talents chez C'est pas Booking, là-dessus, c'est le kiff. Bah, bien sûr. bah voilà. Mais ça, on le Et sait, du coup, on c'est voit tous les ça. jours. Et peut-être que finalement, les gens que tu cherches, ils sont comme toi. Et peut-être que la manière dont t'es, c'est plutôt comme ça. Et que tu dois chercher peut-être plus des gens comme toi si tu veux continuer à décoller. Et tu vois, ça c'est ouf parce qu'en gros, moi je pense que j'ai une petite schizophrénie et je pense que j'ai deux personnalités différentes. J'ai la personnalité quand je suis tout seul et la personnalité quand je suis en groupe. Et alors, Ouais. je sais pas si c'est que personne veut se l'avouer et tout le monde est comme moi ou si c'est vraiment moi qui suis chelou, tu vois, je n'ai pas encore trouvé la réponse. Mais en gros, quand je suis chez moi, tout seul, dans mon appart, etc., je suis dans ma bulle. Et tu vois, je suis assez peu sociable. J'aime pas trop parler aux gens. Je travaille, j'ai mon agenda qui est millimétré. Et je me lève à telle heure, j'ai mes repas, etc. Et je suis dans une séquence où je bombarde, je travaille comme un dingue. Par contre, au-delà de ça, je suis un être vivant extrêmement social. Mhm. Et ça signifie que dès que je suis, et d'ailleurs tu l'as vu parce qu'on était à Marrakech ensemble Ouais, bien sûr. récemment, et dès que je suis entouré de gens, mec, je peux pas m'empêcher d'aller vers eux, de kiffer avec eux, de mettre de l'énergie, de tester des trucs, parce que putain, je suis attiré par ça. J'aimerais me le refuser parce que moi dans ma tête, je me dis, mec, c'est pas bien, tu dois garder tes routines, etc. Mais des fois, tu vois, je suis là, on me propose un truc, bah vas-y, on y va, et ça va être un kiff. Et en vrai, c'est un kiff monstrueux à chaque fois, tu vois. Et c'est super intéressant parce que d'un côté, je suis très content d'avoir ce côté. Quand je suis chez moi, je travaille, personne ne me prend la tête, j'envoie, je suis productif et j'abats des quantités de travail astronomiques. Ça, c'est bon parce que c'est ce qui m'a permis d'accélérer et d'arriver, pas à mon âge, mais avec le peu d'années que j'ai derrière moi, là où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Mais à la fois, un truc qui est dingue, c'est que quelques-unes des plus grosses opportunités que j'ai eues, je les ai eues de l'autre côté de la barrière. En kiffant, en rencontrant des gens et je pense que l'une des chances que j'ai justement c'est cette binarité, à savoir que quand je suis à l'extérieur, je rencontre des gens, je connecte, j'ai une idée, bam, je vais envoyer un projet. Et quand je suis chez moi, je suis comme ça, entre deux murs, back against the wall, et j'ai une seule direction dans laquelle avancer, tu vois. C'est tout à fait compréhensible. Je veux dire, on peut pas être extraverti tout le temps. C'est épuisant. Et on a besoin de se retrouver et d'avoir une structure pour soi-même. Mais c'est pareil pour moi, hein. Je suis aussi quelqu'un qui est extrêmement extraverti, qui arrive au bureau, qui parle à tout le monde, qui met tout le monde à l'aise et tout. Mais il y a des moments, j'ai juste envie d'entrer chez moi avec un bouquin et que personne ne me parle, quoi. Et c'est tout à fait normal. Et je pense qu'il faut arriver à. Tu vois, une des grandes qualités des managers et même des chefs d'entreprise que je rencontre, c'est la capacité à se manager. C'est des gens qui vont se dire, là par exemple, j'ai un gros kiff là-dessus, mais il faut pas trop que je me laisse emporter parce que ça va m'éloigner un petit peu de ma priorité, tu vois. Ou alors se dire ça m'énerve énormément et ça sert à rien de s'énerver parce que je sais que ça m'énerve et que c'est pas rationnel, l'autre en face il y peut rien, donc tu vois, des gens qui sont capables de se retenir et de se contrôler sur certains trucs. Et une phrase qui m'inspire beaucoup, c'est que les gens qui sont maîtres d'eux-mêmes ne perdent jamais leur temps. Quand on est maître de soi, en général, la perte de temps, c'est quand on n'est pas maître de soi et qu'on se dépasse. Ça veut pas dire qu'il faut pas se lâcher. Il faut des carnavals, tu vois.
Au moment, on s'amuse beaucoup. Et c'est bien, mais c'est très très bien d'être extraverti avec les gens pour avoir des nouvelles opportunités et d'avoir sa structure à soi. Je pense que c'est tout à fait ça. Mais pour revenir au sujet des habitudes, je pense que les habitudes peuvent nous emmener quelque part. Mais qu'il y a une limite et que parfois il faut savoir changer d'habitude. Je pense qu'avoir des bonnes habitudes, c'est important. Mais il y a aussi les bonnes habitudes pour ce qu'on veut faire. Et peut-être que les Et bonnes by the way, ce qui est important, c'est savoir. Je te coupe là-dessus, je suis désolé, mais il y a un truc qui est important, c'est que je pense que des bonnes habitudes en tant que telles, je suis pas réellement sûr que ça existe. Tu vois? Non. Je pense que ce qui est important mais ça, c'est important, je pense, à faire comprendre aux gens parce que, tu sais, il y a ce truc-là de morning ritual où les mecs font exécuter les mêmes choses. Et d'ailleurs, moi, je suis le premier à apprendre ces trucs-là aux gens qui me suivent et à mes vendeurs et à mes collaborateurs et tout. En fait, à terme, la réalité des choses, c'est que une bonne habitude, c'est l'habitude qui, toi, te plaît, tu vois, et qui a du sens pour toi. J'ai des amis ici sur Dubaï, dont je citerai pas les noms, qui sont des mecs, mais déstructurés à souhait, tu vois. Eux, justement, leur routine, c'est la non-routine. Et le fait est qu'à la fin Je de la crois qu'on journée. connaît les mêmes personnes. Ouais. Et le fait est qu'à la fin de la journée. Ouais, on connaît les mêmes personnes, effectivement. J'avais pas saisi d'un private joke, mais oui, tout à fait. Et en fait, le fait est qu'à la fin de la journée, ils sont pas plus malheureux que moi, ils kiffent. Il y en a qui sont beaucoup plus riches que moi, et ils avancent, et c'est génial, tu vois. Donc je pense que dans la notion de bonne habitude, le terme qu'il faut intégrer, c'est tes bonnes habitudes à toi. Tu Ouais. vois. Celles qui correspondent à qui tu es. Je suis tout à fait d'accord. À qui tu es et à quel job tu fais ou où t'en es dans ta carrière. Bien J'ai sûr. plus les mêmes habitudes aujourd'hui. Par exemple, arriver à l'heure quand j'étais agent de service client, c'était super important comme habitude. Parce qu'il y avait des chiffres qui se terminaient, il y en a un nouveau qui démarre, et si t'es pas là à l'heure et que tout le monde fait ça, et ben les gens attendent au téléphone. Arriver à l'heure pour mes meetings, c'est important, pour mes entretiens aujourd'hui, mais l'heure où j'arrive au bureau, personne n'en a rien à faire. En revanche, ce qui est important, c'est quand j'arrive, je sois de bonne humeur, je sois disponible, ça c'est important. Et Donc, alors, t'as quelle heure en général? en général, je viens au bureau à 10h. J'ai démarré ma journée. J'ai démarré ma journée avant, je suis plutôt un lève-tôt depuis que mon fils est né. En général, je me lève à 7h, je fais du sport le matin, je lis le matin beaucoup, mais en général, j'arrive au bureau vers 10h et je reste un peu plus tard. Top. Mais on en a déjà parlé de mes premières 15 minutes au bureau, je les ai même mimées dans la présentation que j'ai faite. Mais ça, c'est les minutes les plus importantes. Et j'en ai eu encore un exemple aujourd'hui. Juste parce que j'ai lié une relation personnelle avec quelqu'un, il m'a débloqué un truc que j'attendais depuis un moment. C'est très 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 important. Crucial. The only difference between a contact and a contract is the offer relationship. Je le répète tous les jours, D'accord. Marcel. Du Et coup, puis j'ai aussi, j'ai- pour le kiff, quoi. Ouais. Je veux dire, moi j'ai Bah pas envie ouais. d'aller bosser avec des gens qui m'emmerdent, hein. Ça m'intéresse clair pas. et net. Non, mais c'est clair et net. Mais ça, tu vois, ça c'est fort parce que le jour où tu arrives à réellement lier l'utile à l'agréable, tu passes dans un autre game, tu vois. Ouais, et en plus t'es meilleur. Ah, j'ai fait une grande école en France, c'est un truc dont on n'a pas parlé. J'étais pas heureux là-bas. J'aimais pas enfin, les gens, pas particulièrement parce que je m'entends bien avec tout le monde en général, mais je sentais que le moule dans lequel on essayait de me faire rentrer, ça correspondait pas. Je pense que c'était beaucoup c'est une culture un petit peu du passe-droit, une culture où les gens qui travaillent durement sont pas ceux qui sont le mieux rétribués. Tu vois, genre t'as des excellents profs dans des grandes écoles, mais c'est pas là où ils font de l'argent. Il y a d'excellents étudiants, il y en a qui sont sur place juste parce qu'ils ont des parents qui les ont éduqués d'une certaine manière, mais c'est peut-être pas forcément les plus malins et ceux qui ont les meilleures valeurs. Donc c'est très très intéressant de voir ces différents milieux. Et les milieux les plus prestigieux sont peut-être pas forcément les plus intéressants. Et moi je suis vraiment intéressé, vraiment, je me fous complètement de bosser pour Google ou Amazon. Hein. Ça me fait pas du tout rêver. Hein. Je veux dire, même s'ils m'alignent un salaire avec un zéro de plus, j'en ai rien à foutre, vraiment. Mais même un zéro de plus par an, genre, je m'en tape complètement. C'est-à-dire si je suis pas content quand je vais bosser, si j'ai pas le temps de gérer mon emploi du temps, où je peux aussi faire d'autres choses qui m'intéressent, et où j'ai pas un CEO qui me dit c'est bien que tu fasses d'autres trucs qui t'intéressent parce que ça augmente ta business accuracy, tu vois. Si j'ai pas un environnement comme ça, ils peuvent les garder leur zéro, tu vois. Tu signes pas. Je boirais un champagne un peu moins bon, mais je m'en fous, tu vois. Ah, c'est clair, c'est bon ça. Ok, lourd. Écoute, on arrive à la fin du podcast et j'ai préparé quelques questions. Tu vois, c'est une initiation que je fais. Ah ouais. Et tu vas me dire ce que ça donne et après je te donnerai des petits conseils et tout. La première question que j'ai envie de te poser, c'est quoi la question que je t'ai pas encore posée et à laquelle tu adorerais répondre? Ah, c'est une bonne question ça. À laquelle j'adorerais répondre. Moi, Ouais, toi personnellement.
qu'est-ce que les entrepreneurs ont à apprendre du salariat? Ah putain, qu'est-ce que c'est bon ça. Ok. Et bah du coup je te la pose. JP, I gotta know something from you, man. I gotta learn something from you. Qu'est-ce que les entrepreneurs ont à apprendre du salariat? Et d'ailleurs, je fais une petite aparté là-dessus parce que moi, c'est un truc, s'il y a bien un truc qui me casse les couilles, c'est d'entendre ces mecs te dire mais les études, c'est pas bon. Les gars, partez à Dubaï, faites de la crypto, entrepreneurship, tu vois, toutes ces pages de motivation à la con là qui t'expliquent que. Mais mec, je veux dire, quand même, jusqu'à preuve du contraire, mathématiquement parlant, le moyen le plus sûr d'avoir un bon job, c'est de faire des études. Tu vois ce que je veux dire? Et mathématiquement parlant, le meilleur moyen, je veux dire statistiquement parlant plutôt, le meilleur moyen d'avoir un job sûr et d'avoir une vie qui est cool et qui est plaisante, c'est quand même d'aller choper un boulot de salarié stable et de kiffer. Tu vois, ça signifie plusieurs choses. Ça signifie petit 1. L'entrepreneuriat, en tant que vie à vivre, n'est clairement pas fait pour tout le monde. Moi, je le dis souvent, tu sais, quand on fait des sales au téléphone et qu'ils me disent ouais mec, mais toi ça va, je leur dis vous savez quoi, on signe maintenant, on échange pendant une semaine. Dans une semaine, vous venez ramper en chialant pour que je reprenne la place. Parce que ça c'est le gros challenge, tu sais, se comparer, tu sais, les gens comparent leur intérieur avec l'extérieur des autres sur Instagram. Et évidemment, quand tu vois l'extérieur de Ronaldo, tu as envie d'être Ronaldo. Tout le monde a envie d'être Ronaldo quand tu compares ton intérieur avec son extérieur. Et par contre, qui est prêt à signer pour les problèmes qu'il a et la vie qu'il a avec? C'est vraiment pas facile. Et je suis ultra curieux de savoir ce que tu as à me dire sur ce que les entrepreneurs ont à apprendre des salariés. Ça me plaît tellement ça. Je suis content que ça te plaise. En fait, j'ai commencé à rencontrer des entrepreneurs depuis 2-3 ans. Par le hasard des rencontres que j'ai pu faire à Kiev ou dans d'autres villes où j'ai habité. Et en fait, je pense qu'il y a un moment où les talents et les compétences se rejoignent. Et parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est qu'un salarié? C'est quelqu'un qui est salarié d'une entreprise. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur? C'est quelqu'un qui entreprend jusqu'à monter une entreprise. Et il y a un moment où tous les salariés ont besoin d'un entrepreneur et tous les entrepreneurs ont besoin de salariés. Et je pense qu'il y a un truc qui se construit un petit peu en opposition à un moment, mais qui doit se rejoindre. Et moi, ce que je veux, c'est réconcilier les entrepreneurs et les salariés. Leur montrer que leurs talents sont complémentaires. Parce que tu dis qu'être entrepreneur, c'est pas pour tout le monde, mais être salarié non plus. Je pense que toi, t'as pas envie d'être salarié, par exemple. Je pense que ça te rendrait fou. Hell no. Donc tu vois, ça marche dans les deux sens. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que t'en as donné une peinture assez flatteuse et qui est juste, tu vois. Il y a une certaine stabilité, une certaine clarté dans la définition de ton travail, des limites, mais il y a aussi un certain élément de routine, une spécialisation, un certain isolement. On peut être plus isolé en tant que salarié qu'entrepreneur parfois. Et ça fait pas non plus rêver tout le monde. Et en fait, je me rends compte que, et c'est bien que tu parles d'Instagram et ce genre de truc, il y a cette idée que tout le monde peut être entrepreneur, que t'as pas besoin de faire des études, que tu as juste besoin de te lancer. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, c'est pour ça que tout le monde ne réussit pas. Alors, c'est ça. Moi, c'est même si la réussite n'est pas le critère de. Ouais, mais ça, si tu veux, moi c'est super intéressant parce qu'en fait, quand j'ai rencontré Ous pour la première fois, on a discuté de dessin animé parce que lui il est passionné de ça et il m'a dit mon dessin animé préféré c'est Ratatouille. Et j'ai dit ah ouais, pourquoi? Parce qu'il m'a dit en fait le slogan de The Family est sorti de là. Tu sais, The Family c'était Anyone can be an entrepreneur et Ratatouille c'est Anyone can cook. Yes. Et c'était top parce que en fait, quand tu le dis en français, c'est tout le monde peut être un entrepreneur. Mais tu vois, en anglais, il y a bien la distinction entre anyone et everyone. Ouais. C'est super important. Mais ça, je veux dire, il faut la capter. Chacun différence. peut devenir un entrepreneur. Anyone. En fait, ça veut dire que le prochain entrepreneur peut sortir de n'importe où. Il n'y a pas de prédisposition donnée, a priori, à devenir un entrepreneur. Par contre, ça veut vraiment pas dire, et oh là, vraiment, vraiment pas dire que tout le monde le sera. Je suis d'accord. Je vais essayer de répondre à la question rapidement quand même. Ce que les entrepreneurs ont à apprendre des salariés. Je pense qu'ils ont à apprendre la patience. Je pense que les salariés sont plus patients que les entrepreneurs. Et c'est normal. Et je voulais juste finir sur ce point. Il y a une opposition entre entrepreneur et salarié parce que souvent tu quittes le salariat pour monter ta boîte. Je sais que c'est pas ton histoire, mais ça arrive assez souvent.
Donc tu as besoin de charger la mule et de dire être employé c'est de la merde, je ferai plus jamais ça de ma vie, je vais monter ma boîte et tout. Et du coup tu craches sur tes collègues qui font peut-être un excellent boulot et qui ont rien demandé, tu vois. Et qui se régalent en plus. Ouais, voilà, donc tu peux la faire. Donc c'est pour ça que je dis, c'est pour ça qu'il faut pas qu'il y ait de mépris, tu vois. Effectivement, il faut avoir le courage et tu as besoin, il y a une violence quand tu t'arraches d'un certain système pour aller dans un autre. Et les salariés d'un autre côté, surtout avec Instagram, tu peux te dire bah ça c'est un petit peu du flan, cette personne fait énormément d'argent mais je connais cette personne qui bossait à côté de moi, elle est pas exceptionnelle. Et il peut y avoir une jalousie du côté du salariat qui est aussi pas bonne. Mais il arrive un moment où bah, le projet c'est un succès et tu peux pas le faire tourner toute seule et quand tu es entrepreneur, tu as besoin de salariés. Et si tu es salarié et tu as envie que ta carrière évolue ou que tu as envie qu'elle évolue vite, bah, il faut que tu te lances dans des types de salariat plus risqués. Ça peut être les startups, ça peut être bosser pour quelqu'un qui monte sa boîte et tu vas apporter une compétence, de la patience, de la structure, etc. Et moi je pense que je veux réconcilier les entrepreneurs et les salariés. Je pense qu'il y a pas mal de préjugés, je pense que les deux sont difficiles. Je pense qu'humainement il y a d'excellents entrepreneurs, d'excellents salariés et inversement. Et que il y a beaucoup de choses à apprendre et à travailler ensemble et que c'est pas si noir et blanc en fait. C'est ça que j'aurais voulu dire. Ouais. Je sais pas si ça répond à la bonne question que tu aurais même posée. Mais que tu aurais aimé que je te pose. Moi ça me plaît beaucoup. Je prends ce qu'il y a à apprendre, je vais pas plus loin. Question numéro 2. Est-ce qu'il y a un sujet d'actualité qui te fait vraiment kiffer et que tu aimerais aborder rapidement? Ah, on a eu le licenciement chez Facebook, on en a déjà parlé. J'ai trouvé ça très 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 intéressant et je trouve que c'est bien qu'on en ait parlé. Pas obligé d'avoir une réponse, hein, tu vois. Ouais, Vraiment non, j'ai pas un truc immédiat. Je pense qu'on a abordé un sujet économique assez intéressant déjà. Ok, lourd. Est-ce qu'il y a un sujet que tu as étudié récemment ou dans ta life? C'est quoi le sujet que tu as étudié qui te passionne? Tu vois, ça peut peut-être être un truc qui a rien à voir avec l'entrepreneuriat, avec ta boîte de près ou de loin. Et par exemple, tu vois, moi je suis passionné d'astrophysique, mais réellement, je voulais faire des recherches et tout dans le domaine. Bref, je suis un timbré, tu vois, mais tout le monde, en tout cas beaucoup de gens que je connais, ont toujours des passions sur le côté, des trucs qui les font kiffer. C'est quoi toi ton sujet qui te passionne et qui a peut-être rien à voir avec ce qu'on dit? Alors en ce moment, enfin, j'ai fait des études d'histoire, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Et j'ai vécu en Ukraine et j'ai dû fuir la guerre. Et je suis très très intéressé par l'histoire centrale européenne pendant et enfin juste avant, donc pendant la période stalinienne, la Seconde Guerre mondiale et après. Parce que je suis intéressé par les civilisations en fait. Et je me rends compte que la civilisation européenne, c'est celle dont je me sens le plus proche. J'ai vécu aux US, j'ai pas mal voyagé en Asie. Je connais pas bien Dubaï, je suis jamais allé, mais je suis assez intéressé pour expérimenter ça. Et voilà, je m'intéresse un petit peu sur comment les civilisations se font. Et moi, j'aime les pays ou les entreprises qui attachent de l'importance aux gens et aux personnes. Et pour moi, la société russe, la société chinoise, la société américaine d'une certaine manière, ce ne sont pas des sociétés qui attachent beaucoup d'importance aux gens et aux individus. Et je trouve ça intéressant de comprendre pourquoi c'est comme ça et de voir pourquoi c'est si important pour moi, parce que c'est quelque chose qui est important pour moi. Donc je m'intéresse à ça, histoire et civilisation. Voilà. Trop bien, merveilleux. C'est quoi les next steps pour JP The Master? Bah là, je viens d'avoir une promotion qui a été officialisée. Est-ce qu'elle était grosse ou elle était petite mais avec plein de petites incrémentations? Elle était assez grosse et elle était bien reconnue en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai bougé un échelon dans ma boîte de grosse significance en fait, parce que j'ai toujours eu le titre de directeur, alors qu'avant j'étais directeur de 13 personnes et maintenant de 95 en gérant d'autres aspects de la boîte, que ce soit carrément la CX, donc la Customer Experience, la fraude, les paiements. Donc je me mets à gérer beaucoup la réputation en ligne, un petit peu les sales aussi, parce qu'on fait du cross-sales maintenant, donc je me mets à gérer pas mal de trucs. Et du coup, j'ai eu la reconnaissance de ce que je faisais déjà en fait, et ça m'a donné une certaine assise, et aussi ça a ouvert d'autres perspectives, parce que ça m'a donné beaucoup de sérénité dans mon travail, d'avoir cette reconnaissance, et ça me donne envie d'explorer de nouvelles choses aujourd'hui. Ça fait 3 ans que je suis dans cette boîte, je l'aime énormément, j'ai donné beaucoup, on grandit beaucoup, je suis un petit peu au sommet d'une petite montagne, mais d'une montagne quand même. Et je suis assez content d'avoir cette sérénité qui me permet d'explorer. Une montagne avec quelques centaines de millions quand même. Ouais. Bah, si tu vois, je suis pas l'entrepreneur. Tu vois, je suis l'entrepreneur de mon département, mais je suis pas l'entrepreneur de la boîte. Mais cela dit, ouais, je suis à un moment de ma carrière où j'explore de nouvelles choses. Je pense que j'ai développé beaucoup de compétences et que je peux apporter à énormément de boîtes, que ce soit en coaching ou en consultancy, que ce soit en culture d'entreprise, management, recrutement, et même sur du stratégique long terme maintenant. Parce que je commence à vraiment devoir gérer, parce que quand on gère plus de 100 personnes, sur le long terme, il faut planifier. Et je commence à vraiment apprendre ça, donc c'est plutôt chouette. Donc voilà, et j'ai de la sérénité dans mon travail, vu que je suis assez bon dedans, j'ai le temps, tu vois, je peux trouver 2 heures pour parler avec toi.
sans que ce soit l'alerte et qu'il y a 50 000 personnes qui m'écrivent parce qu'ils savent quoi faire. Donc du coup, je suis enthousiaste avec ce nouvel aspect de ma vie et de ma carrière, donc c'est cool. Ouais, c'est cool. En gros, pour que vous ayez un peu de contexte, si j'ai aussi choisi euh, d'inviter JP ce soir, enfin c'est encore la journée pour toi, mais moi je suis à Dubaï donc il est relativement tard. C'est aussi parce que c'est pas un shift qu'il prend, mais il commence à un peu plus s'ouvrir au monde du web, au monde d'entrepreneuriat. Et moi, si je peux essayer de donner un petit tremplin ou de tendre une main, de jeter une perche ou une bouteille perdue à la mer, que sais-je, à un mec que j'affectionne et qui a des compétences absolument dingues, c'est avec un immense plaisir que je le fais. D'ailleurs, question suivante, comment est-ce qu'on fait pour te suivre, te retrouver? Est-ce qu'il y a un truc en préparation? Est-ce qu'il y a des réseaux sociaux? Est-ce que... Where is JP, motherfucker? C'est une bonne question, hein. Vous pouvez me trouver sur LinkedIn, c'est un réseau social que j'utilise beaucoup. J'aime bien séparer le professionnel de l'Instagram, donc c'est celui-ci que je vais privilégier. Et tu pourras le mettre en lien, il n'y a aucun problème. Et je suis assez actif sur LinkedIn, je réponds, je lis, je soutiens, je repartage. Si vous cherchez des gens aussi dans la tech, c'est quelque chose que je peux vous aider à trouver. C'est merveilleux. Si tu m'avais pas dit que tu étais un bon lecteur, je t'aurais demandé un livre, mais du coup, je vais te demander un film. Ah, ouais. C'est dommage parce que j'avais un livre, mais un film. Alors, qu'est-ce que je regarde en ce moment qui m'intéresse beaucoup? Je me lave un peu le cerveau en regardant des trucs pas très très intéressants, mais j'aime bien les séries. J'aime bien les séries d'entreprise. J'ai beaucoup aimé Suits comme série, et je suis en train de le finir maintenant, même si j'ai démarré assez tard. Et en fait, je me suis rendu compte dans cette série que ces gens n'avaient pas de vie et que tout était extrêmement faux en fait. Et c'est ça qui m'a énormément marqué. C'est vraiment tout tourne autour de leur boîte. Qui va se faire virer, qui va être le prochain, qui va être le prochain managing partner, qui va revenir. Et toujours dans un décor très chatoyant, magnifique, etc. Mais en fait, c'est assez vide. Et ça me fait comprendre que, en fait, il y a certains niveaux où il n'y a que le travail et je trouve que c'est un petit peu dommage. Et c'est ça que j'aime bien dans cette série. Même si c'est très séduisant. Et je t'en prie, balance le livre parce que j'ai bien senti qu'il fallait que tu le balances. Donc le livre que je suis en train de lire, c'est une autobiographie d'un musicien que j'aime beaucoup qui s'appelle Dave Grohl, qui est le batteur de Nirvana, donc un des groupes qui est très très connu dans les années 90, et qui a aussi été le batteur d'autres groupes que j'aime beaucoup, que ce soit les Foo Fighters, les Queens of the Stone Age, les Damn Crooked Vultures, qui a fait énormément de projets musicaux. Et c'est quelqu'un que j'aime énormément parce qu'il remplit des stades et il est extrêmement humble, il a énormément d'énergie. Et là, il vieillit, il regarde un petit peu sa vie et je trouve que c'est un des mecs qui vieillit le mieux. Et moi, arrivant à 35 ans maintenant, je me dis un petit peu, voilà, à quoi je vais ressembler, quoi. Est-ce que je vais me faire ravaler la façade toutes les 5 minutes ou est-ce que je vais porter sur moi le temps qui passe et sa sagesse avec sourire et avec énergie. Et je pense que j'arrive à un moment, surtout quand on est entouré de gens, il y a énormément d'images, énormément d'argent qui circule. C'est très très important pour moi de voir ces valeurs-là. Et voir quelqu'un qui a autant de succès, c'est quand même quelqu'un qui paye 350 millions, hein, Dave Grohl. Donc c'est pas un pauvre du tout, c'est un des musiciens les mieux payés au monde. Ça m'intéresse beaucoup de voir comment des personnes comme ça gèrent leur vie. Et donc, je trouve ça très humain, très intéressant, et plein de musique et d'énergie et d'anecdotes, qu'elles soient un peu salaces, un peu violentes, un peu drôles. Donc c'est parfait pour moi. Voilà. Parce que vous connaissez pas JP encore, mais personnage haut en couleur. Et enfin, pour terminer, une citation qui t'a marqué, ou même d'ailleurs peut-être même pas une citation, mais une phrase que toi t'as envie de créer, comme ça, un truc tiré de ta tête qui sort intuitivement, naturellement, sans trop rechercher. Faut que ça soit assez instinctif. Un truc que je me répète souvent, c'est quand je traverse des épreuves, c'est que tu pourrais faire la même chose sans stresser. Des fois, je me dis ça. Quand j'ai du stress, quand je me mets un peu la pression, quand je regarde ma vie rétroactivement, j'en changerai rien. Je suis très heureux de l'existence que j'ai menée jusque-là. Et je me dis qu'en fait, je me suis fait beaucoup de soucis quelquefois et que finalement, c'était pas forcément pour grand-chose. Donc, faire un petit peu plus confiance et me dire qu'on peut arriver. En fait, quand on stresse, on n'a pas de meilleurs résultats, mais on tue le kiff en fait. C'est ça que je me suis aperçu. Waouh, c'est beau ça. JP, merci beaucoup d'être venu, c'était un grand kiff. Merci à toi. Et puis on se dit à la prochaine. There you go. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusqu'à la fin. Maintenant, j'ai une question pour toi. Qu'est-ce que je dois mettre en place pour que tu tombes complètement accro
à ce podcast et que tu sois le premier à venir écouter les prochains épisodes. Je te laisse réfléchir à cette question. Donne-moi des idées en commentaire. Viens me contacter sur les réseaux. Tu auras toutes les infos autour de cette vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour la suite. Ce podcast va devenir l'événement qui change ta vie. See you there.